Aragito était un employé de bureau ordinaire, manquant de sommeil, qui rentrait du voyage d'intégration obligatoire de son entreprise, quand soudain, leur bus a eu un accident, et Aragito, ainsi que tous ses collègues, ont fini morts. Lorsqu'Aragito arrive dans l'au-delà, il analyse rapidement la situation et réalise qu'il a dû mourir d'une manière ou d'une autre, alors ils attendent tous en file pour être réincarnés. Il est un peu contrarié au début, mais il réalise ensuite que cela signifie qu'il n'a pas à aller travailler demain, donc toute cette histoire de réincarnation n'est peut-être pas si mal après tout. Quand vient enfin son tour, il est accueilli par son guide, mais elle ne guide pas vraiment beaucoup, elle tend simplement une carte à Aragito et lui dit que lorsqu'il arrivera, la première chose qu'il voudra faire sera de se rendre à la guilde et de s'y inscrire, et avant qu'Aragito puisse même lui demander ce que la guilde est censée être, elle le pousse en avant, le réincarnant dans le pays des labyrinthes. Aragito n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur lesquelles se baser, alors il décide de se rendre à la guilde comme le guide le lui a dit, et quand il y arrive, il trouve une fille vêtue de l'uniforme de son entreprise déjà au guichet. Il se souvient qu'elle était dans le même bus que lui, et elle est apparemment ici pour s'inscrire comme lui. Elle s'appelle Suzuna, et après avoir été évaluée, on lui a attribué le rôle de prêtresse. Elle remercie la réceptionniste pour son aide et s'apprête à quitter la salle de la guilde, mais à ce moment-là, une fille se place devant elle pour attirer son attention. Suzuna lui demande si elle a fait quelque chose de mal puisqu'elle est nouvelle en ville, mais Alicia le savait déjà parce que quiconque s'inscrit à la guilde pour la première fois doit être un nouveau venu qui vient d'être réincarné ici. Elle dit à Suzuna qu'elle n'a rien fait de mal, c'est juste qu'Alicia cherche actuellement quelqu'un pour agir comme arrière-garde dans son groupe parce que son métier d'avant-garde a un petit défaut. Les autres à la guilde remarquent tous qu'Alicia essaie de recruter un autre nouveau venu, et ils commencent à parier sur combien de temps Suzuna tiendra avant de laisser tomber Alicia, car tant qu'Alicia aura ce handicap, elle n'ira jamais loin. Aragito entend tout ce qu'ils disent, mais il ne sait pas ce qu'ils veulent dire par là. Alicia continue de supplier Suzuna de rejoindre son groupe, et à sa surprise, Suzuna accepte effectivement de la rejoindre. Alicia s'attendait à moitié à ce qu'elle s'en aille après avoir entendu les rumeurs, alors elle lui demande si elle est sûre d'elle, et Suzuna dit qu'elle l'est, alors les deux quittent la guilde ensemble pour partir en première mission. Après leur départ, la réceptionniste interpelle Aragito et lui demande s'il est également ici pour enregistrer sa licence, et il confirme que c'est le cas, alors elle lui demande de s'approcher pour qu'elle puisse l'aider à commencer. La réceptionniste se présente comme Louisa, et elle explique que dans le pays des labyrinthes, seuls les aventuriers enregistrés sont autorisés à entrer dans les labyrinthes, donc Aragito devra obtenir un enregistrement officiel s'il veut commencer. Elle lui demande de lui tendre sa carte de licence, mais avant cela, Aragito lui demande ce qu'elle veut dire quand elle dit que c'est le pays des labyrinthes. Louisa explique qu'il s'agit d'une nation qui abrite de nombreux chercheurs qui explorent les labyrinthes et ceux qui les soutiennent. De temps en temps, les âmes des gens se réincarnent dans le pays des labyrinthes et ils commencent une nouvelle vie en tant que chercheurs, donc tout le monde est habitué à ce processus maintenant. Aragito a encore du mal à se souvenir comment il a exactement fini par mourir, mais il comprend l'essentiel de ce qui se passe ici, alors il demande à Louisa comment il est censé s'inscrire exactement, et elle explique que le processus est assez simple, tout ce qu'il a à faire est de choisir un métier qu'il pense lui convenir le mieux, et ensuite si le système détermine que ses compétences correspondent, cela sera approuvé. Aragito prend un peu de temps pour réfléchir, et il se souvient comment il a été exploité jusqu'à l'os par son manager trop zélé dans sa vie antérieure, mais maintenant qu'il est dans le pays des labyrinthes, il ne veut pas que cela se répète, alors il décide de se donner un métier qui lui permettra de vivre une vie facile et décontractée. Cependant, un instant plus tard, il entend la voix stridente de son manager se tenant derrière lui, et cela lui donne presque une crise cardiaque. Le nom de son manager est Igarashi, et il n'aurait pas pensé la croiser ici aussi, mais après tout, comme toute l'équipe a été réincarnée, il est logique qu'elle soit également là. Elle a encore du mal à croire que tout cela soit réel car cela ressemble à un événement de cosplay ici, mais elle va devoir s'habituer à la réalité qu'ils vont devoir combattre des monstres dans ce monde pour survivre. Aragito ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là, mais Igarashi explique que c'est ce que les chercheurs ici font tous pour vivre, donc ils vont devoir faire de même. Elle demande ensuite à Aragito s'il a déjà choisi un métier, et Aragito a un mauvais pressentiment à ce sujet car avec sa personnalité autoritaire, elle va probablement essayer de le pousser à prendre un métier qui l'arrange. Alors il change rapidement de sujet et lui demande quel métier elle a choisi pour elle-même. Igarashi est un peu contrarié par le fait qu'Aragito lui parle encore si formellement ici alors qu'elle n'est plus sa patronne et qu'elle espérait qu'il pourrait avoir une relation plus égalitaire, mais elle explique qu'elle a choisi le métier de Valkyrie et que apparemment cela signifie qu'elle pourra utiliser de la magie spirituelle. Aragito dit que cela semble être un métier assez impressionnant, et Igarashi continue d'expliquer que dans un groupe, l'un des facteurs les plus importants est le nombre de tâches qui peuvent être réparties entre les membres du groupe. Aragito remercie Igarashi pour les informations utiles et dit qu'il va choisir un métier qui sera utile pour ses futurs coéquipiers, mais Igarashi est choqué de l'entendre parler ainsi, elle espérait qu'il voudrait former un groupe avec elle,
Mais l'idée de s'associer avec elle ne lui a clairement même pas traversé l'esprit, et Igarashi est déçu par cela. Pourtant, elle ne laisse pas paraître sa déception et dit au revoir pour l'instant. Alors qu'Igarashi s'éloigne, Aragito réalise qu'elle semblait un peu différente de la façon dont elle agit habituellement avec lui, mais il attribue cela au fait qu'elle soit simplement secouée par toute cette histoire de réincarnation. Juste à ce moment-là, Louisa demande à Aragito s'il est prêt à choisir son métier, mais il n'a toujours aucune idée de quoi choisir, alors elle décide de lui expliquer un peu plus les métiers. Elle dit que le métier de chercheur affecte directement ses points de contribution, et les points de contribution sont essentiellement un indicateur de la quantité qu'un membre du groupe contribue à la performance globale de l'équipe, y compris tuer des monstres, trouver des trésors et sauver des coéquipiers. Le nombre de points que vous avez détermine votre place au classement, ce qui détermine à son tour votre statut dans le pays des labyrinthes. En substance, cela détermine si vous mangez bien ou si vous devez dormir dans une étable la nuit, donc c'est assez important. Aragito ne veut pas finir dans une étable, alors il veut choisir quelque chose qui est très demandé. Il se souvient qu'Alicia cherchait une arrière-garde, alors il demande à Louisa si les arrière-gardes sont demandées, et elle lui dit qu'elles le sont certainement parce qu'elles soutiennent le groupe par l'arrière et sont vitales pour les taux de réussite des missions. En entendant cela, Aragito décide d'écrire arrière-garde comme son métier, mais il ne réalise pas que arrière-garde n'est qu'un nom général pour les métiers de soutien, donc quand Louisa voit qu'il a effectivement écrit arrière-garde, elle est désemparée car elle n'a jamais vu cela arriver auparavant, et elle n'a aucune idée de ce que seront les capacités d'Aragito non plus, donc elle déteste dire cela, mais elle dit à Aragito qu'il va probablement avoir du mal à former un groupe. Elle se sent un peu responsable de la situation d'Aragito puisqu'elle ne lui a pas bien expliqué les choses, donc pour l'aider un peu, elle lui donne des tickets de mercenaires à utiliser jusqu'à ce qu'il comprenne quelles sont ses forces et ses faiblesses. Sur sa carte de métier, il voit qu'il a un large éventail de compétences dans lesquelles il peut se spécialiser, allant du soutien défensif et du soutien offensif jusqu'au soutien de récupération. Toutes les compétences semblent assez utiles, mais ce qui intéresse le plus Aragito pour l'instant est d'augmenter sa défense, et après avoir testé le soutien défensif, il pense à se spécialiser dans le soutien de récupération pour pouvoir soigner, mais après avoir réfléchi un peu plus, il décide de reporter cela car il ne sait pas s'il existe des potions ou d'autres méthodes de guérison. Ainsi, il décide de mettre son premier point dans le soutien défensif, mais ce faisant, il ne voit aucun changement notable dans son corps. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir s'il s'est vraiment nui ou non avec ce métier tant qu'il n'a pas rejoint un groupe, donc il va devoir suivre le courant. Il se dirige vers la guilde des mercenaires pour voir ce qu'il peut faire avec ces tickets qu'on lui a donnés, et le ticket lui permet apparemment de choisir un mercenaire pour combattre à ses côtés temporairement, alors Aragito demande s'il peut avoir un combattant d'avant-garde qui utilise un bouclier. La femme explique que le seul mercenaire qu'il leur reste est une femme lézard, mais c'est une roublarde, donc elle devrait être très utile à Aragito. Aragito veut vraiment juste avoir l'occasion de tester ses sorts de soutien, alors il accepte d'engager la femme lézard, et la préposée s'éloigne pour aller l'appeler. Pendant qu'elle est partie, Aragito commence à se demander à quoi ressemblerait une femme lézard, mais quand elle revient, il est choqué de découvrir que la femme lézard est une jolie fille. On l'informe que son nom est Theresia, mais Aragito a du mal à croire qu'elle soit vraiment une personne lézard puisqu'elle ressemble assez à un humain. La préposée précise que Theresia est en fait une ancienne humaine, mais cela ne fait qu'embrouiller encore plus Aragito, alors elle explique qu'un demi-humain est ce qu'un humain devient s'il est tué par un monstre dans le labyrinthe. Cependant, dans certains cas, il est possible de le ramener à sa forme originale par la suite, ce qui est arrivé à Theresia. Même si sa forme a été restaurée, il n'est pas possible de communiquer avec elle, et elle n'est capable que de suivre les ordres qui lui sont donnés dans cet état. Aragito est un peu dérangé par tout cet arrangement, mais il n'a pas beaucoup de choix s'il veut progresser dans ce monde, alors il se présente à Theresia et lui dit qu'elle travaillera avec lui pour l'instant. Il se sent mal de faire combattre une petite fille comme ça pour lui, alors il veut trouver les monstres les plus faibles possibles pour pouvoir tester ses sorts de soutien, et après cela, il arrêtera pour la journée. Alors qu'il arrive à l'entrée du labyrinthe, un groupe de chercheurs remarque qu'il est un nouveau venu et viennent dire bonjour. Le chef du groupe s'appelle Rebo, et il explique que leur groupe travaille comme équipe de secours en labyrinthe. Essentiellement, chaque fois que quelqu'un est blessé dans le donjon et ne peut pas bouger, ils sont envoyés pour l'aider à s'échapper, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois, donc il rappelle à Aragito qu'il doit faire très attention là-dedans. Aragito demande si c'est vraiment si dangereux dans le donjon, et Rebo lui dit qu'il n'a probablement rien à craindre puisqu'il a un mercenaire avec lui, donc tant qu'il ne cible pas des monstres au-dessus de son niveau, il devrait aller bien. Cependant, il précise que si Aragito venait à croiser un monstre nommé, il devrait s'enfuir immédiatement car il n'a aucune chance de battre une chose pareille. Aragito le remercie pour l'avertissement et promet de garder cela à l'esprit en entrant, et une fois qu'il franchit le seuil du labyrinthe, lui et Theresia se retrouvent dans une vaste plaine ouverte. Il ne tarde pas à croiser un monstre là-bas, et comme il ressemble à une boule de poils inoffensive, Aragito ne pense pas que ce soit une grande menace, mais Theresia, elle,
Et bien consciente de la dangerosité de cette chose, donc au moment où elle s'apprête à attaquer, elle saute devant Aragito et la bloque pour lui. Cela lui enlève une bonne partie de sa vie, et Aragito est choqué quand il voit cela parce qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un monstre de niveau 1 soit aussi fort. Le monstre attaque à nouveau, donc Theresia bloque son coup encore une fois, mais elle ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps, donc Aragito doit faire quelque chose rapidement, et c'est là qu'il se souvient de la compétence de soutien défensif qu'il a débloquée plus tôt. Il utilise la compétence pour créer un bouclier autour de Theresia pour la protéger de l'attaque de la boule de poil, et après l'avoir étourdie avec une balle de sa fronde, Theresia parvient à la trancher en deux, tuant le monstre sur le coup. Aragito est soulagé qu'ils aient réussi à abattre le monstre, mais il se sent aussi un peu coupable de la blessure de Theresia car il aurait pu l'éviter en utilisant sa compétence de soutien défensif dès le début. Il s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir pris les choses au sérieux plus tôt car il comprend maintenant que c'est une question de vie ou de mort et il va faire de son mieux pour la protéger autant qu'elle l'a protégée. Il lui demande ensuite si elle aimerait retourner à la surface puisqu'elle est assez blessée, et elle hoche la tête, signalant qu'elle est d'accord pour continuer. Juste à ce moment-là, les deux entendent un cri venant de là-bas, alors ils glissent en bas de la colline et trouvent un groupe, comprenant Igarashi, qui se retrouve face à face avec un monstre nommé, et Aragito peut déjà dire que cela ne va pas bien se terminer. Alors que le monstre charge l'un des aventuriers, Igarashi active sa compétence de pas de clignotement pour frapper le gars et le mettre hors de danger, et il est tellement terrifié à l'idée de mourir face à l'un de ces monstres qu'il utilise immédiatement une carte de sortie, un objet qui lui permet, ainsi qu'à tout son groupe, de se téléporter instantanément à l'extérieur du donjon au prix de quelques points de contribution. Au moment où il active la carte, tous les membres de son groupe se mettent à briller avant de se téléporter, mais Aragito remarque qu'Igarashi ne s'est pas téléporté avec eux, elle ne devait donc finalement pas faire partie de leur groupe. Il lui crie dessus et lui dit qu'il vient l'aider, mais alors qu'il tire sur le monstre, son projectile de roche ne lui fait pas le moindre dégât. Igarashi dit à Aragito de s'en aller pendant qu'il le peut encore, car c'est à elle d'affronter ce combat, et alors qu'elle dit cela, elle charge une attaque de foudre qui frappe le monstre de plein fouet, mais même une telle attaque ne lui inflige pas beaucoup de dégâts. Le monstre se précipite alors à nouveau sur Igarashi, mais cette fois-ci, elle a trop peu de mana pour activer sa compétence de pas de clignotement, à la place, elle tente de frapper le monstre lorsqu'il s'approche. Cependant, le monstre est trop malin pour une telle manœuvre, car juste avant que la lance d'Igarashi ne le touche, il effectue un mouvement de boomerang vers le haut pour éviter son attaque, puis redescend directement pour lui faire lâcher son arme. Aragito tente d'utiliser sa compétence de soutien défensif pour protéger Igarashi, mais l'activation échoue car elle ne fonctionne que sur les personnes faisant partie du groupe d'Aragito, Igarashi est donc projeté au sol. Elle essaie de dire à Aragito de fuir tant qu'il le peut, mais il refuse de l'abandonner. Le monstre tente alors de cibler Aragito, alors Theresia s'interpose devant lui pour bloquer l'attaque, et il lance à nouveau son soutien défensif pour l'aider. Comme son soutien défensif peut réellement encaisser les attaques du monstre, Aragito en déduit que celui-ci doit infliger moins de 10 dégâts par coup, et si tel est le cas, il est certain que ses défenses doivent être d'un niveau similaire. En envoyant Theresia à l'attaque et en augmentant sa puissance d'attaque avec son soutien offensif, elle parvient à tailler le monstre en pièces et à le projeter contre un gros rocher, le tuant d'un seul coup. Maintenant que le monstre est mort, Aragito se précipite vers Igarashi pour prendre de ses nouvelles, et un instant plus tard, Ribolt et le reste de l'équipe de secours du donjon arrivent à cet étage, Aragito demande donc à Theresia d'aller les chercher ici. Theresia accepte, mais à ce moment-là, elle et Aragito réalisent qu'ils ont gagné un niveau grâce à ce combat, et c'est une excellente nouvelle pour Aragito car ce gain de niveau lui a donné assez de points de compétence pour débloquer le soutien de récupération, il peut donc maintenant soigner les blessures d'Igarashi. Il attire Igarashi plus près et lui dit qu'il aimerait lui prodiguer les premiers soins, mais pour cela, il a besoin qu'elle accepte de devenir membre de son groupe, une proposition qu'Igarashi accepte avec joie avant de s'évanouir. En vérifiant ses statistiques, Aragito est heureux de constater que le soutien de récupération fait effet et que la santé d'Igarashi est en train d'être restaurée, mais elle est toujours inconsciente, il laisse donc Ribolt et le reste de l'équipe de secours l'emmener chez un guérisseur compétent pour qu'elle puisse recevoir des soins. Après cela, Aragito ramasse la boule de coton rouge et se prépare à partir, mais à ce moment-là, Alicia et Suzuna s'approchent car elles ont entendu du bruit venant de cette zone et ont voulu voir ce qui se passait. Elle demande à Aragito ce qu'il s'est passé, et il explique qu'il est tombé par hasard sur un monstre nommé, mais que tout va bien maintenant. Car il a réussi à le vaincre. Alicia est choquée d'apprendre cela, car les monstres nommés sont si terrifiants qu'ils peuvent anéantir toute une équipe de niveau 3 si l'on n'y prend pas garde, elle est donc stupéfaite qu'Aragito ait survécu, et encore plus qu'il en ait vaincu un. Et elle suppose qu'il devait avoir un soutien arrière vraiment exceptionnel pour réussir un tel exploit. Aragito se souvient qu'Alicia cherchait justement un soutien arrière plus tôt dans la journée, et il est certain qu'elle va se mettre à le supplier de rejoindre son groupe si elle découvre que c'est lui le soutien arrière qui a rendu cette victoire possible. Il décide donc de garder cette information secrète pour l'instant afin d'éviter les ennuis. Plus tard,
lorsqu'Aragito rentre en ville, il retourne à la guilde des mercenaires pour rendre Theresia à Leila, et Leila est contente de voir qu'ils sont tous les deux revenus sains et saufs. Elle dit à Theresia de déposer son arme chez l'artisan et de rentrer à l'intérieur, ce à quoi Theresia acquiesce, mais à la surprise de Leila, avant de partir, Theresia pose sa main sur la poitrine d'Aragito pour lui dire au revoir. Theresia n'a jamais tenu à quelqu'un au point de vouloir lui dire au revoir auparavant, alors Leila se demande ce qui a bien pu se passer pour qu'elle pense à Aragito avec tant d'affection, mais alors qu'ils sont sur ce sujet, Aragito demande à Leila s'il y a un moyen pour qu'il puisse garder Theresia dans son groupe de façon permanente. Habituellement, Leila ne permet pas qu'on achète carrément ses mercenaires, mais comme elle voit qu'Aragito et Theresia ont un bon lien, elle lui dit qu'il a juste besoin d'obtenir 100 tickets de cuivre, ce qui ne semble pas trop cher à Aragito, alors il décide d'en faire son prochain objectif. Après cela, il retourne à la guilde pour réclamer sa récompense pour avoir tué la boule de coton rouge, mais il ne veut pas causer d'agitation ici, alors il demande à Louisa s'il y a un endroit où ils peuvent parler en privé. Une fois dans une pièce privée, Louisa lit le rapport de la carte de chercheur d'Aragito, et elle est stupéfaite en voyant qu'Aragito a tué une boule de coton rouge, un monstre portant une prime de 20 pièces d'or, ce qui lui rapporte un total de 280 points de contribution. Aragito mentionne également qu'il avait une question concernant la valeur de confiance indiquée sur la carte, et elle explique qu'il s'agit d'une quantification de son entente avec les autres chercheurs de son groupe, mais le plus qu'elle ait jamais vu la confiance augmenter en une seule journée est de 5 points. Donc elle ne comprend pas comment Aragito a pu se rapprocher autant de Theresia en une seule journée. Aragito suppose que sa compétence doit y être pour quelque chose, car en tant que soutien arrière, il aurait besoin d'avoir de bonnes relations avec les autres membres de son groupe pour travailler efficacement. Aragito a le sentiment qu'une telle capacité pourrait devenir problématique avec le temps, mais pour l'instant, il demande à Louisa de garder toute cette discussion secrète, car il ne veut pas que des informations sur ses capacités s'ébruillent pour l'instant. Louisa comprend, alors elle promet de ne pas souffler mot de cela à quiconque, et entre-temps, elle informe Aragito que grâce à sa performance d'aujourd'hui, il est désormais classé dans la première moitié de tous les chercheurs, ce qui le qualifie pour un logement dans la suite du district 8. De plus, elle l'informe qu'Igarashi s'est récemment réveillé à la salle d'urgence, donc il devrait pouvoir lui parler maintenant. Igarashi est actuellement allongé dans son lit, regardant sa carte de chercheur avec un total de 0 points de contribution, lorsqu'Aragito entre, et il est content de voir qu'elle va bien, mais elle ne se sent pas très bien dans sa peau pour le moment. Elle n'a choisi la classe de Valkyrie que parce qu'elle trouvait que cela sonnait bien, mais ensuite elle n'a pas réussi à trouver un groupe prêt à l'accepter, et bien qu'au début elle ait pensé qu'elle pourrait peut-être se débrouiller seule, elle a fini par être mise hors de combat et a eu besoin d'être secourue. Elle se sent comme une vraie ratée, mais Aragito lui dit qu'il l'a en fait trouvé plutôt cool là-bas, d'avoir eu le courage de se tenir debout et de combattre ce monstre toute seule. La voir ainsi est ce qui l'a motivée à essayer si fort de vaincre cette chose, et en l'entendant dire cela, Igarashi se sent beaucoup mieux. Aragito lui demande alors si elle aimerait rejoindre officiellement son groupe, car la dernière fois, ce n'était qu'une association temporaire pour qu'il puisse la soigner, et il promet de faire de son mieux pour l'aider de toutes les manières possibles en tant que soutien arrière. Igarashi est extrêmement heureuse qu'Aragito l'invite à rejoindre son groupe, alors elle accepte volontiers son offre et dit qu'elle a hâte de travailler avec lui, mais elle lui demande d'arrêter de lui parler de la même manière qu'il le faisait quand elle était sa supérieure, car ils sont désormais égaux. Après qu'Igarashi soit sorti de l'hôpital, Aragito l'invite à venir séjourner à son logement puisqu'elle n'a pas encore d'endroit où dormir et qu'elle ne peut pas se permettre grand-chose car elle n'a encore gagné aucun argent. En chemin, Igarashi remarque un magasin à proximité avec de jolies robes en vitrine et elle aimerait faire du shopping, mais elle est toujours complètement fauchée. Cependant, Aragito dit que cela ne le dérange pas d'acheter la robe pour elle si elle le souhaite, et Igarashi lui demande s'il est sûr de lui, mais il dit que ça ne pose aucun problème, alors elle décide d'accepter son offre. Pendant qu'elle regarde la robe, Aragito mentionne qu'il n'a jamais vraiment vu Igarashi porter une robe comme celle-ci auparavant, mais c'est surtout parce qu'ils ne se croisaient jamais en dehors du travail, et à vrai dire, ils ne se sont jamais rencontrés non plus aux soirées de l'entreprise. Igarashi explique qu'il y a en fait une raison à cela, c'est un peu gênant à dire à voix haute, mais elle avait un couvre-feu. Cela peut sembler stupide de dire qu'elle avait un couvre-feu à son âge, mais ses parents contrôlaient à peu près tous les aspects de sa vie, donc elle ne pouvait pas s'y opposer. Puis, à un moment donné, elle a reçu une proposition de mariage de la part d'un client de son père et elle ne voulait vraiment pas laisser ses parents contrôler cet aspect de sa vie également, alors elle a voulu travailler très dur pour devenir indépendante afin que ses parents n'aient plus leur mot à dire dans ses décisions. Le soir venu, Igarashi et Aragito s'asseyent dans un restaurant pour dîner, et Aragito a le sentiment de mieux comprendre Igarashi maintenant, puisqu'il comprend enfin pourquoi elle était toujours si insistante dans son travail. Juste à ce moment-là, il entend quelques clients à proximité parler du fait que l'épée de la mort est de retour en ville. Au début, Aragito ne prête pas attention à leur discussion, mais lorsqu'il entend que l'épée de la mort dont il parlait était en réalité Alicia, son intérêt est éveillé.
Il entend les chercheurs mentionner qu'Alicia a recruté une recrue après avoir couru jusqu'ici parce qu'elle a quitté la brigade du Chevalier Blanc. Plus tard dans la nuit, Igarashi et Aragito se préparent à aller dormir et ils ont installé un rideau entre eux pour pouvoir partager le lit, mais au milieu de la nuit, Igarashi réveille soudainement Aragito et elle s'excuse de le déranger, mais elle lui demande s'il pourrait se tourner de l'autre côté pendant qu'il dort. Igarashi l'assure que ce n'est pas parce qu'elle pense qu'il va tenter quoi que ce soit, mais pour une raison quelconque. Lorsqu'il s'est retourné, elle a commencé à se sentir un peu bizarre, et c'est à ce moment qu'Aragito réalise qu'en étant tourné vers Igarashi sur le lit, ils sont techniquement en position de soutien arriéré d'avant-garde, ce qui a activé la partie affection renforcée de sa compétence sur Igarashi, et s'il reste ici plus longtemps, la situation pourrait devenir très compliquée, alors il décide de dormir sur le canapé pour cette nuit. Il n'avait aucune idée que ses compétences de soutien arrière pouvaient rester actives même en dehors du combat, mais si tel est le cas, il va devoir se procurer un lit séparé pour lui demain. Le lendemain, Aragito loue à nouveau Theresia pour qu'elle puisse l'accompagner dans le labyrinthe, mais avant d'y entrer, Aragito veut récupérer les armes et armures qu'il a fait fabriquer à partir de la boule de coton rouge qu'il a tuée. Ils ont pu fabriquer un bouclier rond rouge avec résistance au feu pour Theresia, une écharpe résistante au feu pour Igarashi, et une amélioration de flamme pour sa fronde, et maintenant avec 2 avant-gardes à ses côtés, Aragito est sûr qu'ils pourront traverser le labyrinthe beaucoup plus facilement. Au fil de la journée, le groupe parvient à vaincre des dizaines de monstres, et il ne faut pas longtemps avant qu'il n'arrive à l'entrée du 2e niveau du labyrinthe, mais Aragito ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y descendre maintenant, car il a entendu des rumeurs selon lesquelles un monstre nommé y aurait été aperçu et qu'il est assez puissant pour anéantir complètement un groupe de niveau 3 ou 4, donc il ne veut pas risquer de tomber sur cette chose. Cependant, à ce moment-là, il entend des cris provenant de l'autre côté du portail et il semble que quelqu'un soit en danger, alors il ne peut pas les abandonner. Lui et les autres finissent par traverser le portail, et de l'autre côté, il trouve Alicia et Suzuna confrontés au fameux monstre nommé dont Aragito s'inquiétait. Alicia dit à Suzuna de s'enfuir pendant qu'elle le peut encore et se précipite pour combattre le monstre, et elle parvient à lui infliger assez de dégâts pour le vaincre, mais il reste encore quelques monstres abeilles à gérer, alors Aragito dit aux autres de l'aider à s'occuper des abeilles. Après que toutes les abeilles aient été tuées, Aragito s'approche de Suzuna pour lui demander si elle va bien, et Suzuna dit qu'elle va bien, mais elle se sent mal parce qu'elle pense qu'elle est un poids pour Alicia avec sa faiblesse. Alicia assure à Suzuna qu'elle n'est pas un poids pour elle, après tout, elle a réussi à vaincre une tonne de monstres seule sur le chemin, et elle dit qu'elles doivent continuer pour que Suzuna devienne assez forte pour rentrer avec elle, mais lorsqu'elle dit cela, Aragito lui demande si elle fait référence à la brigade du Chevalier Blanc, car si c'est le cas, il a quelques questions. Cependant, Alicia lui dit qu'elle ne retournerait jamais au bataillon du Chevalier Blanc, et elle explique qu'elle veut seulement revenir pour sauver Misaki. Elle explique que Misaki est la meilleure amie de Suzuna, et quand elle choisissait un métier, Misaki a décidé de choisir Gambler comme son métier, ce qui semble être une idée stupide, mais Misaki était convaincue qu'elle avait une grande chance, alors elle pensait que cela fonctionnerait pour elle. Cependant, peu de temps après avoir formé leur groupe, Misaki a fini par ramasser un coffre au trésor qu'un monstre avait laissé tomber, et cela l'a téléporté vers un endroit inconnu dans cet étage, c'est pourquoi elles doivent la trouver dès que possible. Igarashi déteste l'idée que Misaki soit coincée toute seule à cet étage, car elle aurait de gros ennuis si elle finissait par croiser des monstres par elle-même, alors elle propose d'aider Alicia et Suzuna à la chercher. Alicia est reconnaissante pour l'aide, et Aragito accepte également de les soutenir. Alicia et Suzuna sont toutes deux ravies d'entendre cela, et après avoir vu ce dont Aragito était capable plus tôt, elles commencent à se sentir beaucoup plus confiantes quant à retrouver Misaki. Mais même s'il dispose maintenant d'une bonne quantité de force, il manque encore de nombre suffisant, alors Arajo demande s'il y a d'autres groupes à cet étage, car il aimerait leur demander de l'aide pour la recherche également, mais malheureusement, Alicia dit qu'il n'y a personne d'autre à cet étage pour le moment, bien qu'elle se souvienne avoir eu l'impression que quelqu'un l'observait quand elle est arrivée ici. Aragito trouve étrange que quelqu'un observe des aventuriers qui se dirigent vers le 2e étage, mais cela mis à part, s'il n'y a vraiment personne d'autre à cet étage, cela signifie qu'ils sont livrés à eux-mêmes, et cela rend les choses un peu difficiles. Pour couvrir plus de terrain, se séparer serait la meilleure option, mais ce serait dangereux s'ils se séparent et que quelqu'un tombe sur un monstre seul, donc le pari le plus sûr est de rester ensemble et de s'entraider. Mais pour faire cela, il dit à Alicia et Suzuna qu'elles vont devoir rejoindre son groupe temporairement, puisque ses sorts de soutien ne fonctionnent que sur les membres de son groupe. Alicia se souvient avoir vu Aragito lancer un bouclier pour protéger ses alliés, et rejoindre son groupe en vaut définitivement la peine pour ce genre de protection, alors elle dit à Suzuna de rejoindre le groupe d'Aragito. Cependant, Alicia dit qu'elle ne va pas rejoindre le groupe avec les autres. Après tout, puisque son niveau est tellement plus élevé que le leur, si elle était dans le groupe, ils gagneraient tous beaucoup moins d'expérience lors des combats auxquels ils participeraient, donc à la place, elle les accompagnera en tant que chercheuse solo.
Aragito est d'accord avec cela, mais avant qu'il ne se mette en route, il dit qu'il a quelque chose à demander à Alicia. Il se souvient qu'il y a quelques jours à la guilde, il a entendu Alicia mentionner qu'il y avait certaines parties de son métier de vanguard qui étaient gênantes, et il demande si c'est quelque chose qu'il devrait savoir, puisqu'ils vont travailler ensemble pour l'instant. Mais Alicia ne répond pas, à la place, elle demande à Aragito de promettre que si elle dit à tout le monde de courir, il la laissera derrière et protégera les autres. Elle mentionne même qu'elle a donné à Suzuna un parchemin de sortie, donc il devrait pouvoir s'échapper assez facilement si quelque chose de dangereux arrive. Aragito accepte la demande d'Alicia, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter un peu, car si Alicia ne fait pas partie de son groupe, il est totalement impuissant à la protéger si quelque chose de mal arrive. Le groupe continue à traverser l'étage, mais finalement ils entendent le cri d'une fille à proximité, et Alicia reconnaît la voix de Misaki. Ils trouvent Misaki attachée sur un rocher avec un groupe d'orques géants debout devant elle, mais ce n'est pas le problème principal, car parmi ces orques, Aragito remarque qu'il y a un autre monstre nommé, et s'occuper de cette chose ne va pas être facile. Un monstre nommé ne devrait pas se trouver dans une zone comme celle-ci, donc Alicia suppose que quelqu'un a dû l'attirer ici pour qu'ils aient à le combattre, et Aragito pense que cela pourrait être lié au fait qu'Alicia avait l'impression d'être observée plus tôt, mais il ne sait pas qui pourrait être derrière tout cela. Cependant, Alicia s'en moque complètement, car la seule chose qui compte pour elle est de s'assurer que Misaki va bien, alors elle charge contre les monstres, et elle s'en sort plutôt bien contre eux au début, car elle parvient à éliminer tous les orques ordinaires en un instant. Mais ensuite, du sang d'orques éclabousse sur elle, et c'est là que les vrais ennuis commencent. Alicia est soudainement entourée d'une aura rouge sombre, et elle commence à agir de manière erratique, ce qui amène Aragito à réaliser que quelque chose ne va pas. Il s'avère qu'Alicia a une compétence de berserker, et elle s'active chaque fois qu'elle est touchée par le sang d'un ennemi, ce qui lui permet d'obtenir un bonus de force, mais cela au prix de perdre temporairement sa raison et d'être animée par une soif de sang. Dans cet état, elle pourrait facilement finir par attaquer l'un de ses coéquipiers sans s'en rendre compte, c'est pourquoi elle a demandé à Aragito et aux autres de courir si quelque chose arrivait. Mais heureusement, il semble que pour l'instant son attention soit toujours sur le monstre, alors elle bondit dans les airs et tente de frapper le monstre nommé de toute sa force. Cependant, même si son épée entre en contact direct avec sa tête, cela ne fait absolument rien pour endommager le monstre, laissant tout le monde choqué, car il s'attendait à au moins une certaine blessure de la part d'une attaque aussi puissante. Le monstre utilise ensuite une attaque sonique sur elle, faisant tomber Alicia au sol, après quoi il la ramasse et commence à l'écraser. La situation ne s'annonce pas bien pour Alicia, mais malgré sa situation actuelle, elle dit quand même à Aragito et aux autres de la laisser derrière et de courir, car elle ne veut pas qu'il soit blessé. Aragito réalise que logiquement, ni lui ni le reste de son groupe n'ont d'attaque capable d'abattre le monstre, et ils pourraient s'échapper en sécurité s'ils utilisaient simplement la pierre d'évasion et abandonnaient Alicia. Mais c'est ce qu'un vaurien ferait, et notre héros n'est pas un vaurien. Il prend sa fronde et vise directement l'œil du monstre, et bien que cela ne fasse aucun dégât, cela étourdit suffisamment le monstre pour le forcer à lâcher Alicia, lui donnant une brève chance de reprendre son souffle. Maintenant qu'elle n'est plus en danger d'être écrasée, Aragito se tourne vers son équipe et les prévient que les choses vont devenir très dangereuses à partir de maintenant, donc s'ils veulent prendre le parchemin d'évasion et sortir du labyrinthe tout de suite, il ne leur en tiendra pas rigueur. Mais aucun d'eux n'est prêt à abandonner Aragito, alors ils disent qu'ils restent pour aider, et s'il n'y a vraiment aucune chance de victoire, alors ils utiliseront tous le parchemin pour s'échapper ensemble. Aragito est heureux de voir que son équipe le soutient, mais ils n'ont toujours pas ce qu'il faut pour battre cette chose par eux-mêmes. La seule personne assez forte pour même un peu lui tenir tête est Alicia, alors Aragito a une idée et demande à Alicia de rejoindre immédiatement son groupe. L'attaque précédente d'Alicia n'était pas capable d'endommager le monstre, mais s'il devait renforcer son attaque avec sa magie de soutien, cela pourrait lui donner assez de boost pour éliminer le monstre. Alicia hésite d'abord à rejoindre son groupe, mais elle finit par le faire, et Aragito lui dit immédiatement d'utiliser une attaque à fort potentiel de dégâts, afin qu'elle puisse tirer le meilleur parti de son soutien d'attaque et enfin faire de vrais dégâts au monstre. Alicia comprend, alors elle procède à déchaîner 2 ultimes à la suite. Le monstre est finalement vaincu, mais toute la tension sur son corps l'a affaibli et incapable de bouger. Les personnes qui ont tendu ce piège ont observé depuis une colline voisine, et elles ne s'attendaient pas à ce qu'Alicia puisse réellement vaincre le monstre, alors elles passent à leur plan de secours et tentent de l'abattre avec une flèche. Mais heureusement, le reste de l'équipe d'Aragito remarque leur présence avant qu'elles ne puissent le faire, et en travaillant ensemble, ils parviennent à abattre les 3 auteurs. Aragito va ensuite vérifier l'état d'Alicia, et dans l'ensemble, Alicia semble aller bien, mais elle est tellement épuisée qu'elle peut à peine bouger pour le moment. Aragito lui dit qu'il va utiliser son soutien de guérison sur elle immédiatement pour la soulager, et il informe également Alicia que Misaki est saine et sauve grâce à elle. Misaki reprend bientôt connaissance, et elle est tellement soulagée de voir que Suzuna et les autres sont venus la sauver, car elle avait vraiment peur là-bas. Quant à Alicia,
Elle s'excuse auprès d'Aragito de ne pas lui avoir dit toute la vérité sur sa capacité, et elle est sûre qu'il doit encore avoir beaucoup de questions pour elle, alors elle promet d'y répondre toute une fois de retour en ville. Aragito est heureux d'entendre cela, car il est curieux à propos de son étrange condition depuis qu'il l'a vue pour la première fois. Il se dirige ensuite vers le monstre nommé pour inspecter son cadavre, et il est surpris de trouver un cube noir au milieu de sa main. Alicia lui dit que cette chose est un coffre au trésor, et il est rare que les monstres nommés en laissent tomber, donc cette chose doit contenir un bon butin à l'intérieur. Cependant, elle conseille à Aragito de ne pas l'ouvrir pour l'instant, car on ne sait pas quel type de piège il peut avoir, et elle explique qu'il serait beaucoup plus sûr de l'apporter à un ouvreur de coffres professionnel en ville, car ils ont les compétences appropriées pour gérer les coffres au trésor dangereux. Après cela, Misaki s'approche d'Aragito et dit qu'elle veut le remercier d'être venu la sauver. Elle s'excuse également pour tous les ennuis qu'elle a causés, car elle ne connaissait pas la dangerosité des labyrinthes à ce moment-là et a agi avec insouciance, mais elle promet de faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Immédiatement après avoir fini de s'excuser, Misaki dit à tout le monde qu'elle a assez faim après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, alors elle demande à Aragito de l'inviter à déjeuner. Aragito est un peu pris au dépourvu par cela, mais il décide de suivre le mouvement, puisqu'il va probablement gagner beaucoup d'argent pour avoir aidé à vaincre le monstre nommé de toute façon, donc offrir un repas à tout le monde ne semble pas être une mauvaise idée. Un peu plus tard, le groupe retourne en ville et se rend à la guilde pour signaler tout ce qui s'est passé dans le labyrinthe, mais Louisa manque de s'évanouir quand elle lit le journal d'Aragito et découvre qu'il a abattu un Juggernaut. Elle dit à Aragito de venir dans la salle privée, car cela attirerait beaucoup d'attention si les gens découvraient ce qu'il a fait, et dans la salle privée, elle l'informe qu'il existe différentes raretés en ce qui concerne les monstres nommés, et que le Juggernaut qu'il a vaincu était l'un des plus puissants. Récemment, il y a eu un groupe de groupes qui se sont alliés pour tenter d'abattre le Juggernaut, totalisant environ 24 personnes, mais ils ont finalement été vaincus, et les seuls qui ont survécu étaient les membres du groupe de Bergen, et c'est uniquement parce qu'ils ont immédiatement abandonné tout le monde. C'étaient les mêmes gars qui ont utilisé Misaki pour attirer Alicia vers le Juggernaut dans l'espoir qu'elle puisse l'affaiblir pour eux, afin qu'ils puissent ensuite revendiquer le mérite. Louisa dit à Aragito que la guilde gérera leur punition, donc il peut être assuré qu'ils feront face à la justice pour leurs crimes. Maintenant qu'Aragito y pense, il ne sait pas vraiment grand-chose sur le fonctionnement du système juridique dans ce monde, alors il demande à Louisa si ce pays a un roi d'une certaine sorte. Louisa lui dit que non, car la famille qui a fondé les districts a été bannie il y a longtemps, donc ceux qui détiennent tout le pouvoir actuellement sont l'église et la guilde. Aragito demande alors si la raison pour laquelle les gens entrent dans les labyrinthes est parce que la nation le veut, et c'est à peu près le cas. C'est essentiellement une course aux armements entre cette nation et toutes les autres nations pour voir qui peut le vider en premier, puisque le labyrinthe a de multiples entrées à travers le monde. Cependant, Louisa n'a aucune idée de quel est le but final. Elle passe ensuite à la lecture des points de contribution qu'Aragito a gagnés aujourd'hui, et à sa grande surprise, avec toutes les bonnes actions et les monstres difficiles qu'il a réussi à battre lors de son dernier voyage, il a accumulé un nombre stupéfiant de 1600 points de contribution, le propulsant directement à la deuxième place du classement, ce qui est un bond incroyable pour quelqu'un qui n'était devenu aventurier que récemment. Quelques instants plus tard, Misaki entre et demande à Aragito s'il a presque fini ici, car elle aimerait sortir dîner maintenant, et pendant qu'il est là, Aragito décide d'inviter Louisa également, puisqu'il emmène déjà tout son groupe manger de toute façon, et Louisa dit qu'elle aimerait beaucoup venir. Plus tard dans la soirée, ils se rendent tous ensemble dans un restaurant, et une fois qu'ils sont tous assis et que la nourriture est arrivée, Aragito dit à tout le monde qu'il a une annonce à faire. Il les informe que l'un de ses objectifs a été de gagner assez d'argent pour acheter Theresia, afin de pouvoir enfin l'ajouter comme membre permanent de leur groupe, et une fois qu'il aura fait cela, il a l'intention de trouver un moyen de rendre à Theresia sa forme humaine. Tout le monde est choqué après avoir appris qu'Aragito veut vraiment aider à rendre Theresia à sa forme originale, et Igarashi demande si quelque chose comme ça est même possible. Aragito n'a pas encore de confirmation réelle, mais on lui a dit que s'il parvenait à annuler la transformation de Theresia, elle pourrait alors retrouver sa forme originale, et la seule façon pour les gens de le savoir, c'est si cela avait déjà été fait auparavant, donc une méthode doit exister quelque part. Louisa prend soudainement la parole et mentionne qu'elle possède quelques informations concernant le processus. Elle n'est pas sur des détails, mais elle a entendu dire que si l'on veut annuler ce genre de transformation, il faudrait se rendre à la cathédrale du district 4. Cependant, atteindre le district 4 n'est pas vraiment facile, car les dangers qu'on y rencontre sont bien plus grands que ceux du district 8. Et Aragito dit qu'il n'y a pas de pression, car il comprend si l'un d'eux ne veut pas venir, mais il veut savoir ce qu'il pense de son plan. Igarashi dit qu'elle compte accompagner Aragito. Après tout, Theresia l'a beaucoup aidé récemment, donc elle veut lui rendre l'appareil. En plus, elle est sûre qu'Aragito ne précipiterait pas les choses et ne les mettrait pas tous en danger, car ce n'est pas le genre de personne qu'il est. En fait, elle se souvient qu'au bureau,
Il faisait souvent tout son possible pour s'assurer que ses collègues ne se surmènent pas, et si personne n'était là pour l'en empêcher, il finissait par se surmener pour les couvrir, donc Igarashi veut rester près de lui pour veiller sur lui et s'assurer qu'il ne se surmène pas. Misaki dit aussi qu'elle veut y aller, car elle a le sentiment qu'elle survivra beaucoup plus longtemps si elle reste avec Aragito. Suzuna dit aussi qu'elle veut aider, mais elle demande d'abord l'avis d'Alicia sur la question. Avant cela, Alicia dit qu'elle veut raconter toute l'histoire à tout le monde. Comme ils le savent déjà, elle a quelques problèmes, et la raison principale de ces problèmes est son épée. Elle explique qu'elle l'a trouvée dans un coffre au trésor qui est apparu après un monstre nommé, et quand elle l'a équipée, elle a découvert que c'était une arme maudite qui modifiait la classe de celui qui la maniait. L'épée a changé la classe d'Alicia de Bretter en épéiste maudit, et elle lui a également accordé la compétence Berserk, qui s'active automatiquement chaque fois que le sang de quelqu'un d'autre la touche, qu'elle le veuille ou non. Aragito demande pourquoi elle n'avait pas l'épée de louange avant de l'équiper, et Alicia explique qu'à l'époque où elle faisait partie de la brigade des Chevaliers Blancs, ils étaient obsédés par l'idée de devenir plus forts par tous les moyens nécessaires, donc ils l'ont poussée à équiper l'épée immédiatement, car peu leur importait qu'elle soit maudite ou non. Elle peut comprendre la situation, car elle aussi est coincée avec une malédiction, donc, elle veut aussi l'aider, mais en retour, elle demande qu'Aragito et les autres l'aident à trouver un moyen de se débarrasser de sa propre malédiction. Maintenant que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ils continuent la fête jusqu'à tard dans la nuit, et au moment où ils sont prêts à rentrer chez eux, Igarashi et Louisa sont ivres au-delà de toute raison, alors Misaki et Suzuna proposent de les raccompagner chez elles. Pendant ce temps, Aragito se dirige vers la guilde des mercenaires pour régler la facture avec Leila. Cependant, il n'est pas là pour rendre Theresia, mais plutôt pour l'acheter, afin de pouvoir officiellement l'ajouter à son groupe. Leila est surprise qu'Aragito ait réussi à réunir autant d'argent en seulement un jour, mais il dit qu'il a simplement eu de la chance. Il dit qu'il va continuer à travailler avec prudence, et il espère un jour aider Theresia à redevenir humaine, aussi difficile que cela puisse être. Leila a choisi de diriger cette guilde de mercenaires parce qu'elle voulait offrir aux semi-humains comme Theresia un endroit où ils pourraient avoir leur place, mais ce n'était pas son seul objectif, car ce qu'elle voulait vraiment, c'était restaurer leur humanité. Cependant, elle manquait de pouvoir pour le faire, mais un chercheur honnête et bienveillant comme Aragito pourrait peut-être y parvenir. Aragito dit qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter de laisser Theresia dans cet état, alors qu'elle était la première compagne qu'il a eue lorsqu'il est arrivé ici, et parfois, il a l'impression de comprendre ce qu'elle veut dire, même si elle ne peut pas parler. Bien que cela puisse n'être que des suppositions infondées, donc il ne le saura pas avec certitude tant qu'il ne l'aura pas rendue à la normale, afin qu'elle puisse enfin parler à nouveau. Leila convient qu'il n'y a aucun moyen de confirmer ce que Theresia ressent vraiment pour le moment, mais elle a bien l'impression que Theresia est beaucoup plus ouverte avec Aragito qu'elle ne l'était lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. Après cela, Leila et Aragito se serrent la main pour conclure la transaction, et Théa peut désormais devenir officiellement un membre permanent du groupe d'Aragito. En rentrant à la loge, Aragito découvre que Misaki dort dans sa chambre pour une raison quelconque. Suzuna explique qu'elles avaient juste l'intention de déposer Igarashi, mais quand Misaki a vu à quel point le lit était confortable, elle a décidé de s'allonger un moment, et elle a fini par s'endormir complètement. Aragito dit que cela ne le dérange pas de lui laisser utiliser son lit pour un moment, et à ce moment-là, Igarashi et Louisa reviennent toutes les deux. Elles lui disent qu'elles viennent de prendre un bain. Maintenant qu'elle le mentionne, Alicia et Suzuna réalisent qu'elles n'ont pas encore pris de bain, mais vu l'heure qu'il est, le bain de leur loge serait fermé au moment où elles rentreraient. Igarashi leur dit qu'elles peuvent utiliser le bain ici si elles le souhaitent, et les deux apprécient la proposition. Mais ensuite, Alicia mentionne à Aragito qu'au fur et à mesure que son niveau augmente, il va devoir réfléchir à l'endroit où il veut vivre. Puisqu'il est maintenant bien placé dans le classement, il a le droit de déménager dans la suite royale du district 8, mais le nombre maximum d'occupants est de 8, donc Alicia et les autres devraient aussi emménager. Aragito dit qu'il y réfléchira, mais pour l'instant, il veut juste s'asseoir et se détendre un peu, car la journée a été longue. Il remarque que Theresia l'a suivi dans le salon, alors il lui demande de s'asseoir, mais Theresia ne bouge pas, alors il lui demande si elle voulait prendre un bain avec les autres, mais encore une fois, elle ne bouge pas, alors Aragito lui dit simplement qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut ici, car c'est aussi chez elle, et il commence à consulter son écran de statistiques. Il est heureux de voir qu'il a gagné un niveau grâce au dernier combat, car cela signifie qu'il peut acquérir une nouvelle compétence, et maintenant qu'il y pense, il n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent les statistiques de Theresia, alors il lui demande s'il peut les voir. Theresia s'approche alors d'Aragito et se retourne. Aragito lui demande si cela signifie qu'elle veut qu'il regarde son dos, et elle fait oui de la tête pour confirmer, alors Aragito regarde, et il découvre une marque sur la nuque. D'après ce qu'il a entendu de Leila, il suppose qu'il doit s'agir d'une marque d'esclave, et Theresia guide la main d'Aragito pour la toucher. Après qu'il l'ait touchée, elle commence à briller et à changer de couleur, car elle vient d'enregistrer Aragito comme nouveau propriétaire de Theresia, et il peut désormais voir ses statistiques sur son écran de licence.
À ce moment-là, Misaki entre après s'être réveillée de sa sieste, et elle s'excuse auprès d'Aragito d'avoir utilisé son lit sans permission, mais il dit que cela ne le dérange pas. Elle promet de se rendre utile pour lui rembourser sa dette un jour, et elle est sûre que sa présence facilitera la recherche de toutes sortes de trésors, car sa chance de joueuse est excellente. D'ailleurs, Aragito lui demande pourquoi elle a choisi la classe de joueuse en premier lieu, et Misaki admet qu'elle a juste pensé que ce serait cool, car elle a toujours eu beaucoup de chance quand elle était enfant. En fait, elle se souvient avoir acheté un billet de loterie sur un coup de tête, et elle a fini par gagner 100 000 grâce à cela. Aragito convient qu'elle a effectivement l'air chanceuse, mais ensuite Misaki demande où sont les autres, alors Aragito l'informe qu'elles sont toutes allées au bain il y a un moment, et Misaki veut aussi prendre un bain, elle décide donc de s'y rendre tout de suite. Aragito pense aussi qu'il est temps pour lui de prendre un bain, il décide donc de se rendre au bain avec Theresia. Lorsqu'ils arrivent à la porte, il dit à Theresia d'aller dans le bain des femmes pendant qu'il va dans le bain des hommes. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'Aragito est à l'intérieur, Theresia entre. Aragito panique et lui dit qu'elle ne peut pas être dans le bain des hommes, mais Theresia l'ignore et commence à enlever ses vêtements devant lui. Aragito ne veut pas que quelqu'un entre à ce moment-là et interprète mal la situation, alors il verrouille la porte pour l'instant jusqu'à ce qu'il puisse régler les choses. Il retourne ensuite vers Theresia et essaie de la convaincre d'aller immédiatement au bain des femmes, mais au lieu de cela, elle attrape une serviette et fait un geste indiquant qu'elle veut aider Aragito à se laver le dos. Aragito décide de la laisser faire, car c'est probablement sa façon de lui montrer sa gratitude, et pendant qu'elle lui lave le dos, il essaie de lui expliquer qu'après aujourd'hui, elle ne peut plus entrer dans le bain des hommes, mais il remarque alors que ses mains commencent à dériver de plus en plus bas, et il ne va pas laisser faire cela, il écourte donc le frottage et suggère qu'il devrait maintenant se tremper dans le bain. Cependant, dès que Theresia entre dans le bain, elle finit par s'évanouir, car il avait oublié le fait qu'étant en partie lézard, Theresia est à sang-froid, donc elle a dû surchauffer. Quelques minutes plus tard, Aragito habille Theresia et la sort du bain, afin de pouvoir commencer à la refroidir, et après que les autres aient appris qu'Aragito et Theresia étaient ensemble dans le bain, Aragito doit fournir beaucoup d'explications pour les convaincre qu'il ne s'est rien passé, mais elles finissent par comprendre ce qui s'est passé, et elles n'ont aucune raison d'être contrariées, car Theresia ne semblait pas dérangée par cela. Quoi qu'il en soit, Misaki sort un plan et demande à tout le monde de choisir où elles veulent dormir, car il n'y a que 2 lits et elles doivent déterminer qui va partager. Aragito n'aime vraiment pas l'idée de devoir partager un lit avec l'une d'elles, car la dernière fois que cela est arrivé, il s'est dangereusement approché de franchir la ligne avec Igarashi, donc, il décide de dormir sur le canapé pendant que les autres partagent les lits. Il décide de rester un peu éveillé, afin de pouvoir enfin décider quelles compétences choisir, et il finit par opter pour œil de faucon, une capacité qui lui permet d'analyser le champ de bataille et de voir tout ce qui se passe autour de lui. À ce moment-là, Aragito remarque que Theresia sort de la chambre, et il suppose qu'elle doit être habituée à leur façon de faire dans les donjons, donc, il l'assure qu'elle n'a pas besoin de rester éveillée pour monter la garde pendant qu'ils sont ici, mais ce n'est pas réellement la raison pour laquelle elle est restée éveillée. Il décide d'activer la capacité pour tester son efficacité, et effectivement, elle lui donne une pleine conscience de tout ce qui se trouve dans la pièce. Il est sûr que cela sera utile au combat, mais il se sent soudainement très somnolent, donc, il s'évanouit, et Theresia s'approche pour le couvrir d'une couverture. Un peu plus tard, Igarashi sort de la chambre parce qu'elle se sent un peu trop excitée pour dormir, et c'est la même chose pour les autres filles, alors elle commence à se demander si cela a un rapport avec le pouvoir d'Aragito. En ce moment, elles ont toutes inexplicablement envie d'être craquées par lui, mais il n'y a aucun moyen qu'Aragito accepte quelque chose comme ça, alors elles retournent toutes se coucher avant de le réveiller. Le lendemain matin, Aragito et les autres se préparent à repartir, mais avant de partir, Aragito demande aux autres si quelque chose d'étrange s'est produit la nuit dernière, et Igarashi le nie immédiatement, mais il est clair qu'elle est gênée. Ensuite, le groupe se rend à la boutique du forgeron pour acheter quelques objets, et Aragito avait apparemment déposé les matériaux du Jugerno hier, mais comme c'est si gros, le propriétaire n'a pas pu les traiter entièrement. Il a même sa fille qui l'aide à essayer d'accélérer les choses, et elle trouve incroyable qu'Aragito ait réussi à éliminer 2 monstres nommés en si peu de temps. Il faudra encore quelques jours pour terminer, alors Aragito dit au propriétaire de prendre son temps et de voir si certains des matériaux peuvent être utilisés pour fabriquer de l'équipement ou être vendus, et en attendant, Aragito prévoit d'aller voir un ouvreur de coffre, afin de pouvoir enfin découvrir ce qu'il y a dans le coffre au trésor. Alors qu'Aragito se dirige vers le spécialiste des coffres, il suggère à Misaki et aux autres de rentrer pour pouvoir s'installer dans la nouvelle auberge, et Misaki est vraiment excitée parce que le nouvel endroit est le summum du luxe, et elle est si heureuse qu'elle peut à peine se contenir. Aragito est content de voir que Misaki est si motivé, alors il lui dit qu'ils se retrouveront une fois qu'il en aura fini avec le coffre, et ils se séparent pour l'instant. Ils arrivent finalement à l'emplacement de la boutique du spécialiste des coffres, et ils sont surpris de voir un gros monstre apparaître de nulle part,
ce qui est un choc majeur pour Aragito puisqu'il n'avait aucune idée qu'il était possible que des monstres apparaissent en dehors du labyrinthe. Alors qu'il pensait devoir se battre ici, une femme apparaît soudainement derrière lui et se présente sous le nom de Felma Arthur, expliquant qu'elle travaille à la boutique des coffres. La guilde l'a déjà informé qu'Aragito viendrait aujourd'hui, alors elle invite tout le monde à entrer. Une fois installée, Felma s'excuse auprès d'Aragito et des autres car ils ont été effrayés par Seiyon tout à l'heure. Aragito est un peu confus au début car il ne sait pas qui est censé être Seiyon, alors Felma explique que Seiyon est le chien géant dehors. Il peut ressembler à un monstre, mais c'est en fait juste une race rare de lévrier argenté, et il servait autrefois de chien de garde qui accompagnait les chercheurs, mais de nos jours, il garde juste cette boutique. Cependant, en ce moment, les enfants de Felma jouent dehors avec Seiyon. Revenant aux affaires, Felma demande à Aragito s'il peut lui montrer le coffre qu'il veut qu'elle ouvre, alors il le lui donne, et rien qu'en le touchant, Felma peut dire que cette chose est extrêmement rare. Elle dit à Aragito qu'il contient très certainement un trésor de valeur, mais qu'il y a toujours des risques, car si ce coffre était ouvert incorrectement, il pourrait potentiellement faire apparaître une horde de monstres assez puissants pour anéantir une grande partie de la ville. Cependant, elle les assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit de mal, car Felma a toujours des objets magiques équipés, qui augmentent le taux de réussite de son ouverture de coffre à 100%. Pour être prudente, elle descend le coffre dans son bunker d'ouverture spéciale, et alors qu'elle commence le processus, Aragito et les autres sont stupéfaits de voir un vaste réseau de lumière apparaître dans l'air au-dessus de Felma. Ils demandent ce que sont ces lumières, alors Felma explique qu'il s'agit du circuit interne du coffre, conçu pour activer des pièges empêchant l'ouverture du coffre. Felma doit essentiellement déplacer les boules rouges dans le coffre sans les laisser toucher les lignes de pièges vertes, et si elle fait une seule erreur, ils vont à peu près tous mourir. Cependant, malgré les risques, Felma semble en fait beaucoup s'amuser, presque un peu trop, en fait. Finalement, elle parvient à traverser tous les pièges et à ouvrir le coffre en toute sécurité, alors elle dit à Aragito et aux autres qu'ils peuvent s'approcher maintenant, mais Aragito est complètement sans voix car il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de trésors à l'intérieur. Il s'approche du tas de trésors et marche accidentellement sur quelque chose qui ressemble à une clé, alors il s'apprête à se baisser pour la ramasser, mais Felma l'avertit que certains objets dans le tas peuvent être maudits, donc il devrait éviter de toucher quoi que ce soit avant qu'elle n'ait eu le temps de tout évaluer. Un peu plus tard, Suzuna, Misaki et Alicia attendent tout en ville qu'Aragito et les autres reviennent, et quand elles aperçoivent enfin Aragito, elles remarquent que lui et Terisha arborent du nouvel équipement. Aragito porte un gilet pare-balles, et il a aussi une toute nouvelle fronde qui a des emplacements pour quelque chose appelé une rune, mais Aragito n'est pas trop sûr de ce que c'est. Alicia lui explique que les runes sont essentiellement des versions supérieures des pierres magiques, et qu'il est rare de trouver des armes avec des emplacements pour intégrer des runes en tant qu'amélioration, alors elle dit à Aragito qu'il devrait prendre soin de sa nouvelle fronde. Il s'est aussi procuré une paire de gants qui lui donne un plus 1 en soutien, et il ne sait pas exactement comment cela fonctionne, mais cela semble plutôt bien. Quant à Terisha, elle a obtenu une paire de bottes caméléons qui lui permettent de mieux se fondre dans son environnement, et les bottes elles-mêmes sont assez stylées, donc Misaki pense qu'elles vont bien à Terisha. Elle demande ensuite où est Igarashi, car elle n'est pas revenue avec Aragito et Terisha, alors Aragito explique qu'Igarashi est en fait là-bas, caché derrière le mur, parce qu'elle est gênée par sa nouvelle tenue. Il y avait apparemment un ensemble complet d'armure de Valkyrie dans le tas de trésors, et il donnait des buffs incroyables comme des augmentations de force, de magie et de défense, mais il est aussi extrêmement révélateur, et Igarashi n'a jamais rien porté de tel auparavant, donc c'est super embarrassant pour elle. Les autres peuvent à peine s'empêcher de regarder le corps d'Igarashi comme ça, mais Igarashi va devoir s'habituer à le porter, car les augmentations de statistiques sont tout simplement trop bonnes pour les laisser passer. En parlant de statistiques, Suzuna mentionne qu'elle a récemment monté de niveau et que sa licence indique qu'elle a des points de compétence disponibles, et il en va de même pour les autres, alors ils décident tous d'aller immédiatement dans le labyrinthe pour pouvoir tester leur nouvel équipement et leurs nouvelles compétences au combat. Après être entrés dans le labyrinthe, ils sont confrontés à un groupe de boules de coton, et Misaki est un peu nerveuse, mais Aragito lui dit de simplement lancer ses dés comme prévu, et tout ira bien. Misaki lance alors les dés, et à sa grande surprise, ils éliminent en un coup les 3 boules de coton. Les dés n'auraient normalement pas pu faire autant de dégâts, mais grâce à la compétence de soutien de dégâts d'Aragito, ces dégâts ont été considérablement augmentés. En fait, Aragito remarque que l'augmentation des dégâts est plus importante que d'habitude aujourd'hui, puisque c'est généralement 10, mais maintenant c'est 11, et il suppose que le bonus de soutien de ses gants doit en être la raison. L'augmentation des dégâts s'applique également à tout le monde, donc ils devraient pouvoir affronter ensemble toutes sortes de monstres dangereux, et juste à ce moment-là, un grand groupe d'ogres apparaît. Ils vont devoir tous les éliminer aussi rapidement que possible pour éviter d'être submergés, alors Aragito dit à Suzuna et Igarashi d'essayer d'utiliser leurs nouvelles compétences, et pendant qu'elles se préparent, il demande à Terisha d'utiliser sa nouvelle arme. Suzuna tire alors sur l'un des monstres abeilles venus avec les ogres,
et grâce à sa nouvelle compétence de visée automatique, elle place parfaitement son tir sur la tête de l'abeille. Pendant ce temps, Igarashi et Terisha chargent les ogres, et avec la nouvelle compétence d'attaque double d'Igarashi, elle est capable d'abattre 2 ogres à la fois sans effort. Quant à Terisha, avec sa nouvelle arme, elle parvient à trancher un ogre net en 2 avec une lame de vent. Aragito est satisfait de voir à quel point toute l'équipe est devenue forte, mais juste à ce moment-là, Suzuna lui fait remarquer que, pour une raison quelconque, tout le monde brille. Aragito ne sait pas de quoi elle parle car il ne voit aucune lueur, mais Suzuna insiste sur le fait qu'elle voit vraiment un contour lumineux autour de tout le monde. Alors Aragito commence à se demander si Suzuna n'aurait pas une sorte de 6e sens qui lui permettrait de voir des choses que les autres ne voient pas. Après que le groupe est fini avec les monstres du 2e étage, il traverse le portail et entre dans le 3e étage du labyrinthe, et la première chose qu'il remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres ici. Alicia les avertit qu'ils vont devoir être extrêmement prudents ici, car plus d'arbres signifie plus d'endroits où les monstres peuvent potentiellement se cacher. Juste à ce moment, Terisha sent quelque chose approcher, et un instant plus tard, le groupe est encerclé par un groupe de monstres. Aragito dit à tout le monde de rester calme et de se mettre en position de combat. Il demande à Alicia, Terisha et Igarashi d'attaquer en premier pendant que Misaki et Suzuna les soutiennent. Suzuna et Aragito commencent à fournir un tir de couverture pendant qu'Igarashi charge, mais juste au moment où elle s'apprête à attaquer, l'un des monstres utilise soudainement une capacité qui la fige complètement sur place. Les monstres essaient alors de lui sauter dessus, mais Terisha parvient à intervenir juste à temps pour leur trancher la tête et la sauver. Juste à ce moment, Aragito sent du vent provenant d'une attaque, mais il ne voit plus de monstres à proximité, donc il ne sait pas d'où cela vient. Cependant, Terisha parvient à repérer le monstre caché dans un arbre, et il s'avère que c'est un monstre de type caméléon avec des pouvoirs de camouflage. Aragito suppose que Terisha doit pouvoir le voir grâce à la capacité de ses bottes caméléon, alors il demande à Suzuna de tirer des flèches sur l'endroit que Terisha ne cesse d'attaquer. Et alors que Suzuna fait cela, elle parvient à toucher le caméléon en plein dans le mille même sans le voir, et maintenant qu'il est de nouveau visible, Alicia peut lancer une attaque directement sur le caméléon pour l'achever. Aragito est content que ce soit enfin fini, et il se tourne vers Igarashi pour lui demander si elle va bien, mais après l'avoir regardée, il détourne immédiatement le regard, gêné. Quand Igarashi demande ce qui ne va pas, Aragito montre sa poitrine et lui dit que l'un dépasse, et dès qu'elle réalise ce qui se passe, elle panique et s'agite pour réparer ce problème de garde-robe. Le groupe décide alors de faire une pause ensemble sous un arbre, et en même temps, Aragito utilise sa licence pour déterminer quelles compétences ces monstres ont utilisées sur Igarashi. C'était le regard glaçant, et cela fait figer quiconque les loups regarde. Cependant, Igarashi se souvient qu'après qu'Aragito l'ait appelée, elle a pu bouger à nouveau, et elle se demande pourquoi. Aragito pense que cela pourrait être sa compétence de boost de morale qui a fonctionné, et puisque Suzuna a la capacité de voir des choses, il lui demande si elle voit toujours la lueur. Suzuna lui dit que tout le monde a arrêté de briller à part elle-même et Misaki, et Alicia pense que la lueur pourrait être un indicateur de leur morale au maximum. Le moral est une statistique quantifiable qui définit la force mentale d'un chercheur, et lorsque votre morale est au maximum, il est possible de faire ce qu'on appelle une libération de morale, qui active une compétence inhérente. Suzuna et Misaki veulent toutes les deux l'essayer, alors elles partent en plein champ et activent leur libération de morale ensemble. Des lumières vertes et rouges jaillissent de leur corps simultanément, la capacité de Misaki, lancer de fortune, et la capacité de Suzuna, lecture lunaire, se combinant, et soudain, une lumière descend du ciel, les guidant vers un endroit dans la forêt où une pierre de téléportation est enterrée. Des pierres de téléportation comme celle-ci peuvent être utilisées pour vous transporter à un autre étage du labyrinthe, mais Alicia trouve cela étrange, car ce labyrinthe est censé n'avoir que 3 étages et ils sont déjà au 3e, alors où la pierre de téléportation pourrait-elle bien les envoyer? Igarashi demande à Aragito s'il devrait jouer la sécurité et rentrer pour l'instant au lieu de prendre le risque avec cette pierre de téléportation, et Aragito est d'accord que quelque chose d'inconnu comme cela est un peu trop dangereux pour s'y lancer tête baissée, mais soudain, Misaki trébuche et tombe dedans, ce qui l'a fait téléporter. Ils n'avaient pas prévu d'y aller, mais ils ne peuvent pas laisser Misaki derrière, alors Aragito propose d'y aller après elle et d'essayer de la ramener, et il dit aux autres que s'il ne revient pas après quelques minutes, ils devraient supposer qu'il n'est pas capable de revenir et repartir sans lui. Cependant, ils refusent tous immédiatement d'accepter un tel plan. Aragito essaie d'expliquer qu'il est trop risqué pour eux d'y aller tous ensemble, mais ils lui disent que s'il y va seul, ils le suivront immédiatement, que cela lui plaise ou non, alors Aragito cède et accepte de laisser tout le monde y aller ensemble pour sauver Misaki. Alors que le groupe se téléporte de l'autre côté, il se retrouve au milieu d'un couloir sombre et humide sans aucune sortie en vue. Misaki s'est cachée derrière un coin parce qu'elle craignait qu'un monstre n'apparaisse de nulle part et ne l'attaque, mais elle est soulagée de voir que ses amis sont venus la sauver. Maintenant qu'ils ont trouvé Misaki, Aragito tente d'utiliser un parchemin de retour pour les faire sortir tous d'ici,
mais il s'avère que c'est une section verrouillée du labyrinthe, donc les parchemins de retour ne fonctionnent pas ici, et la seule façon de trouver une sortie est d'avancer, mais Aragito peut sentir qu'il y a très probablement un monstre extrêmement puissant devant, donc il doit faire de son mieux pour protéger son groupe. Ils finissent par entrer dans une pièce avec un grand escalier, et il y a une statue placée de manière suspecte en plein milieu, si bien qu'Aragito peut immédiatement deviner que cette chose va finir par s'animer à un moment donné, car pourquoi serait-elle là avec une arme autrement? À ce moment précis, Suzuna lève la main et dit à Aragito qu'elle a le sentiment que quelque chose s'est passé ici il y a quelque temps. L'une de ses capacités lui permet de voir des visions des esprits de ceux qui sont morts dans un lieu spécifique, et d'après ce qu'elle peut percevoir, un groupe de chercheurs a combattu quelque chose ici il y a un moment et a fini par y succomber. En entendant cela, Aragito est encore plus convaincu que la statue va les attaquer, et tout le monde est d'accord, alors il commence à réfléchir à un moyen de la gérer. Alicia ne pense pas que ses coups d'épée seront très efficaces contre cette chose, mais avec le soutien d'attaque d'Aragito, il pourrait peut-être lui infliger des dégâts, alors Aragito dit à tout le monde d'essayer de porter autant de coups que possible. Les déchaînements de morale de Teresia et Igarashi sont tous les deux complètement chargés, ils peuvent donc les utiliser comme atout, mais ils ne sont pas encore sûrs de ce que ces déchaînements leur font, ce qui serait un peu risqué. Le déchaînement d'Alicia va également bientôt être complètement chargé, mais Alicia dit franchement à Aragito qu'il ne peut pas compter sur son déchaînement de morale car le sien ne fonctionne que lorsqu'elle entre en mode berserk, et elle préférerait éviter cela. Aragito comprend, alors il dit qu'ils garderont l'utilisation du déchaînement d'Alicia pour après s'être débarrassé de la malédiction du berserk. Mis à part cela, tout le monde a à peu près compris le plan d'attaque, alors ils se mettent en position et se préparent pour l'attaque du monstre. Aragito suppose que c'est le fait de mettre le pied sur l'escalier qui doit le déclencher, alors il le fait, et effectivement, le monstre commence à bouger, mais à la grande surprise de Misaki, lorsqu'elle analyse le monstre, il s'avère être un monstre nommé de niveau 6 connu sous le nom de guerrier aigle géant. L'aigle émet immédiatement une attaque sonique perçante dès son réveil, et Teresia parvient tout juste à bloquer les dégâts avec son bouclier, mais si cette chose est d'un niveau supérieur même au Juggernaut, alors ce combat ne va pas être facile. Malgré tout, il n'y a pas d'autre moyen, alors Aragito donne l'ordre à tout le monde de commencer l'attaque. Igarashi est la première à charger, et elle utilise sa compétence de double attaque pour taillader les pattes de l'aigle avant de reculer, et Alicia fait de même sur le torse de l'aigle, mais cela ne semble pas avoir fait beaucoup de dégâts. Aragito et Suzuna tirent quelques coups sur l'aigle à distance, mais bien que cela n'ait pas fait beaucoup de dégâts non plus, Aragito a tout de même remarqué que l'aigle protégeait sa tête, ce qui signifie que ce doit être un point faible qu'ils peuvent exploiter. À ce moment-là, l'aigle déploie ses ailes et les bête, libérant une tornade de vent massive qui manque de faire voler Alicia, mais elle parvient à garder son équilibre, et pendant que l'aigle se prépare à lancer une autre attaque, Aragito utilise sa compétence d'analyse de champ de bataille pour déterminer l'endroit parfait où frapper sur sa tête. Une fois qu'il verrouille la cible, Aragito tire avec son lance-pierre, frappant l'aigle en plein front, et l'aigle est visiblement en proie à la douleur après ce coup, même si le tir d'Aragito n'était pas particulièrement puissant, donc s'ils concentrent toutes leurs attaques sur sa tête, ils devraient pouvoir le vaincre. À ce moment-là, Misaki remarque que l'aigle a commencé à se comporter étrangement, alors elle prévient tout le monde qu'il pourrait préparer une autre attaque, et au moment où elle dit cela, l'aigle passe en mode berserk. Alicia essaie de se rapprocher pour pouvoir porter un coup à sa tête, mais au moment où elle s'apprête à frapper, l'aigle esquive son attaque et se précipite autour d'elle pour contre-attaquer. Alicia n'a pas assez de temps pour esquiver ou bloquer l'attaque, alors Aragito utilise son soutien défensif pour l'empêcher d'être transpercé. Cependant, l'aigle n'avait pas fini, car immédiatement après, il déclenche une attaque à zone d'effet qui cible chaque membre du groupe, et bien qu'Aragito soit capable de former des boucliers de protection autour des autres, la capacité ne fonctionne pas sur lui-même, alors il finit par être transpercé à travers l'estomac. Ils se précipitent tous pour vérifier son état, et la blessure a l'air assez grave, alors ils sont vraiment inquiets pour lui. Alicia demande à Igarashi et Teresia de rester ici pour protéger Aragito pendant qu'elle et Suzuna essaient de tenir l'aigle occupé et de gagner du temps pour qu'il puisse récupérer. Igarashi connaît un peu la magie de guérison, alors elle dit à Aragito de rester immobile pour qu'elle puisse le soigner, mais il lui dit que cela ne sert à rien, car la blessure est trop profonde pour que la magie de guérison de base soit efficace. Cela dit, il leur dit de ne pas s'inquiéter, car ils ont encore un atout dans leur manche, à savoir que Teresia et Igarashi ont toujours leur déchaînement de morale complètement chargé. Aragito leur dit de l'utiliser maintenant, et elles comprennent toutes les deux, alors elles chargent contre l'aigle, et lorsqu'Igarashi active son déchaînement de morale, des clones de mirage d'âme de tout le monde se matérialisent et copient leurs attaques contre le monstre. Cela signifie qu'ils infligent désormais 2 fois plus de dégâts qu'avant, et à ce rythme, ils pourraient vraiment vaincre le monstre, mais à ce moment-là, l'aigle se prépare à lancer une autre attaque à eux. Cette fois, tout le monde se regroupe autour d'Aragito pour tenter de l'empêcher d'être touché à nouveau, et avec tous les boucliers de protection qui se chevauchent,
tout le monde parvient à sortir de l'attaque sans aucun dégât. Il ne semble pas que l'aigle puisse utiliser cette attaque 2 fois de suite, alors Aragito décide de se lever et de passer à l'action. Il utilise sa compétence de posture arrière pour se téléporter instantanément derrière l'aigle, où il tire un coup directement à l'arrière de sa tête, et grâce au déchaînement de morale de Theresia, le vol de vie, les dégâts qu'il inflige à l'aigle finissent par guérir sa blessure. Les autres se joignent à l'attaque et déchaînent toutes leurs techniques spéciales en même temps, infligeant tant de dégâts que l'aigle finit par se fissurer de partout et cesse complètement de bouger. Tout le monde est soulagé lorsqu'il réalise que le monstre est enfin mort, et maintenant qu'ils sont en sécurité, Alicia se précipite vers Aragito et lui propose de faire des premiers secours sur sa blessure, mais à sa grande surprise, elle constate que la blessure a déjà complètement disparu. Elle lui demande comment c'est possible, et il lui explique que c'est le résultat de la capacité de vol de vie de Theresia, car tout comme avec la capacité de clonage d'Igarashi, ses effets s'étendent à tous les membres du groupe. Il remercie ensuite directement Theresia, car c'est grâce à elle qu'il a pu récupérer si facilement, et Theresia est contente d'avoir pu aider, mais à ce moment-là, Aragito remarque qu'elle tient quelque chose dans ses mains. Il lui demande ce que c'est, et en y regardant de plus près, il semble que l'une des petites perles soit une rune, qui a été laissée par le monstre et peut être utilisée pour améliorer l'équipement, et l'autre est très probablement un morceau de l'œil de l'aigle qui s'est détaché plus tôt. Ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils sont censés en faire, mais ils pourraient aussi bien les emporter avec eux, car cela pourrait s'avérer utile. Une fois que tout le monde s'est un peu reposé, il se prépare à franchir la porte, mais au moment où il s'apprête à partir, il réalise que la porte ne s'ouvre pas, quoi qu'il tente. Misaki fait remarquer qu'il y a un petit trou en haut de la porte qui semble être parfaitement adapté aux joyaux qu'ils viennent d'obtenir, alors elle suggère qu'il devrait essayer de le mettre là, et Aragito trouve que c'est une bonne idée, alors il fait monter Theresia sur son épaule pour qu'elle puisse atteindre l'endroit, et une fois le joyau en place, la porte s'ouvre automatiquement d'elle-même, les conduisant dans une pièce où il trouve un cercueil avec une fille à l'intérieur. Misaki craint qu'il ne soit en présence d'une personne morte, mais Suzuna la rassure en lui disant qu'elle est vivante, et Theresia remarque un trou dans la poitrine de la fille, qui semble être fait pour une clé. Aragito se souvient que lorsque Falma a ouvert ce coffre pour lui, il a bien trouvé quelque chose qui ressemblait à une clé à l'intérieur, et il commence à se demander si ce n'est pas à cela que sert la clé. Ce serait un peu risqué de réveiller la fille au hasard, car on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire une fois éveillée. Cela dit, elle pourrait avoir des informations précieuses sur la façon dont ils sont censés sortir d'ici, alors Aragito décide finalement de la réveiller. Il sort la clé de son inventaire et la place dans la poitrine de la fille, et ce faisant, il reçoit une vision de ce qui ressemble à un enfant mourant dans un accident de voiture en flammes. Un instant plus tard, la fille se réveille, et elle appelle Aragito par son nom et lui demande si c'est lui qui l'a réveillée. Aragito confirme, alors la fille se présente comme Ariadne, la 117e divinité cachée, et elle remercie sincèrement Aragito d'avoir résolu l'énigme de ce labyrinthe et de l'avoir réveillée. Cependant, elle s'excuse également, car elle dit qu'elle ne peut malheureusement pas récompenser les efforts d'Aragito. Aragito lui demande ce qu'elle veut dire, alors elle explique que normalement elle est censée récompenser quiconque va si loin en lui accordant sa bénédiction, mais elle a perdu la majeure partie de son autorité, car cela fait longtemps qu'elle a été abandonnée ici et la plupart de ses parties ont été perdues. Suzuna demande ce qu'elle veut dire par abandonner, alors Ariadne explique que son créateur l'a jugée comme un échec, elle a été créée pour être une réplique parfaite d'un dieu, mais elle n'a pas répondu aux standards de son créateur, alors il l'a enfermée dans ce labyrinthe. Ils trouvent tous terrible qu'Ariadne ait été laissée seule dans cet endroit si longtemps, alors Aragito demande s'il est possible pour eux de faire sortir Ariadne d'ici d'une manière ou d'une autre. Ariadne confirme que c'est en effet techniquement possible, mais seulement si quelqu'un consacrait son temps et son énergie à rassembler ses parties perdues, ce qui lui permettrait de partir, bien qu'elle ne recommande pas de le faire, car s'ils devenaient les dévots d'une divinité cachée, cela ferait d'eux les ennemis de tous les autres dieux. Aragito demande si cela signifie qu'il pourrait éventuellement devoir affronter les autres dieux, et si oui, il veut savoir s'il y a un moyen d'éviter complètement le combat, mais malheureusement, Ariadne lui dit que ce serait impossible. Après tout, les dévots d'un dieu assument automatiquement la responsabilité de la collecte du dieu. Alicia n'a jamais entendu parler d'une telle chose auparavant, alors elle est un peu confuse, mais l'essentiel est que l'on ne peut adorer qu'un seul dieu, et comme Ariadne est un dieu raté, si elle rencontrait un autre dieu, elle ne pourrait pas le vaincre, ce qui mettrait Aragito et ses amis en grand danger. Aragito comprend pourquoi Ariadne dit que ce n'est pas une bonne idée de la sauver, mais lui et les autres ne se sentiraient pas bien de simplement la laisser ici, alors il demande à tout le monde s'ils sont tous d'accord avec l'idée de sauver Ariadne, et ils sont tous d'accord, alors ils disent à Ariadne qu'ils ne pensent pas qu'elle soit un échec simplement parce que son créateur le pense. Il demande ensuite à Ariadne ce qu'il doit faire pour devenir ses dévots, et Ariadne lève la main, installant la capacité de la contacter sur la licence d'Aragito. Elle lui dit qu'elle le contactera quand le moment viendra, mais si lui ou son groupe sont jamais en danger, ils peuvent faire appel à elle,
et elle utilisera toute la puissance dont elle dispose pour les aider. Elle les remercie ensuite d'avoir choisi de la soutenir, mais Aragito lui dit qu'il n'y a pas besoin de remerciements, car ils ne font cela que parce qu'ils le veulent. Néanmoins, Ariadne dit tout de même qu'elle leur est reconnaissante, et pour leur rendre une partie de cette gratitude, elle leur propose de les aider à sortir d'ici en créant un passage vers la surface. Suzuna demande s'ils pourront revenir voir Ariadne après leur départ, et Ariadne les assure qu'une fois qu'elle aura retrouvé sa puissance, elle pourra également créer une entrée, donc ils pourront revenir la voir éventuellement. Ils sont ensuite tous téléportés à la surface, et ils sont extrêmement soulagés d'être en sécurité, car ce combat en bas était vraiment effrayant. Aragito est le plus soulagé de tous, car il est étendu depuis qu'ils se sont retrouvés dans cette salle secrète, à tel point que maintenant qu'il sait qu'ils sont en sécurité, ses jambes cèdent sous lui à cause de l'épuisement. Igarashi se précipite pour l'aider, et les autres comprennent pourquoi Aragito est si fatigué, alors ils lui disent qu'il est libre de rester ici et de se reposer un moment, et alors qu'Aragito est sur le point de discuter, Theresia s'assoit soudainement à côté de lui et pose sa tête sur ses genoux. Aragito est un peu pris au dépourvu par cela, mais c'est la façon qu'a Theresia de lui montrer sa reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour elle, alors Aragito décide d'accepter son offre. Après son retour à la maison, Aragito et Theresia se rendent à la guilde pour rapporter tout ce qui s'est passé à Louisa, et celle-ci reste complètement sans voix face à toute cette histoire. Elle s'est habituée à attendre des choses extraordinaires de la part d'Aragito et de son groupe après tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent, mais elle ne s'attendait tout de même pas à ce qu'ils s'aventurent en territoire inexploré et en reviennent vivants. Le territoire inexploré fait référence à une zone du donjon d'où personne n'était jamais revenu vivant auparavant. Pourtant, non seulement Aragito est revenu, mais il n'a perdu aucun membre de son groupe non plus, ce qui place ses points de contribution au-dessus de tous les autres groupes de la ville, le plaçant fermement à la première place du classement. Aragito est surpris d'apprendre cela car, bien qu'il ait imaginé que c'était une grande réussite, il ne s'attendait pas à ce que ce soit suffisant pour le mettre en première place du classement. Pour l'instant, il décide d'éviter que d'autres personnes l'apprennent, car le fait qu'il soit en première place pourrait rendre les gens jaloux de lui. Alors qu'il se dirige vers les autres pour les retrouver, il remarque une agitation sur le marché, et quand il va voir ce qui se passe, il réalise que ces enfants là-bas appartiennent à Felma, et on dirait qu'ils se sont mis dans une situation délicate. Il s'approche pour voir ce qui se passe et explique à l'homme qui leur crie dessus qu'il est un ami des enfants. Il demande alors ce qui s'est passé, et l'homme dit que leur chien l'a percuté et a abîmé ses bottes en cuir, exigeant 10 pièces d'or en compensation. Aragito comprend immédiatement que ce type essaie d'extorquer les enfants, car 10 pièces d'or est bien trop élevé pour une vieille paire de bottes poussiéreuses comme celle-là. De plus, Ikk lui dit que Sion n'a même pas réellement touché l'homme, c'est l'homme qui a essayé de les percuter sans raison, et Sion faisait de son mieux pour les protéger. Aragito comprend désormais toute la situation, alors il demande à Ikk la permission de laisser Sion rejoindre temporairement son groupe pour qu'il puisse aider. Ikk n'y voit aucun problème, alors il laisse Sion rejoindre le groupe d'Aragito. Maintenant que c'est fait, Aragito dit poliment à l'homme d'aller se faire voir, car il ne touchera pas un centime à ses enfants. L'homme perd son sang-froid et se précipite sur Aragito et les enfants avec son épée, mais Aragito utilise le soutien défensif pour bloquer son attaque, puis il utilise le soutien offensif sur Sion pour renforcer son attaque de queue, projetant l'homme au sol en un instant. L'homme réalise qu'il est loin d'être assez fort pour remporter un combat comme celui-ci, alors il se relève et s'enfuit comme un perdant, et Aragito est juste content que ce soit enfin terminé. À ce moment-là, Felma revient enfin, et elle est vraiment inquiète pour ses enfants car elle a entendu tout le vacarme, mais Aragito la rassure en lui disant que ses enfants n'ont pas été blessés. Elle le remercie de les avoir sauvés pour elle, mais il lui dit qu'il n'est pas nécessaire de le remercier, car celui qui les a réellement protégés, c'est Sion, et il n'a fait qu'aider un peu. À ce propos, il est un peu surpris que Sion ait une compétence comme celle-là, et il décide de demander à Felma s'il y a un endroit où il peut trouver un chien de garde comme Sion, car il pense qu'en avoir un serait vraiment bénéfique pour son groupe. Mais puisque c'est le cas, Felma dit à Aragito qu'il peut simplement emmener Sion avec lui lors de sa prochaine mission s'il le souhaite. Après tout, elle avait l'intention de donner à Sion un peu d'expérience en recherche, et Sion semble vraiment apprécier Aragito, donc elle pense que ce serait l'arrangement parfait. Aragito aime l'idée et accepte d'emmener Sion lors de sa prochaine mission, et après cela, il décide de se rendre comme prévu pour retrouver son groupe. Les autres sont un peu agacés qu'Aragito ait mis si longtemps à arriver, car ils attendent depuis un bon moment maintenant, et ils s'excusent pour le retard, expliquant qu'il a rencontré quelques problèmes avec les enfants de Felma et qu'il avait besoin d'aider. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'ils sont tous là, ils se rendent à la boutique de Ricardin. Les porteurs ont déjà livré tous les monstres qu'Aragito et son groupe ont tués lors de leur dernière mission, donc la fille de Ricardin sort et se met immédiatement à les disséquer. Pendant qu'elle fait cela, Aragito demande à Ricardin s'il est capable d'effectuer des évaluations ici dans sa boutique, et malheureusement, Ricardin dit qu'il n'est pas capable de faire ce genre de choses.
Il dit à Aragito qu'il devrait probablement envisager de recruter un membre du groupe qui possède une compétence d'évaluation, car cela pourrait s'avérer utile, et maintenant qu'Aragito y réfléchit, cela semble effectivement être une bonne idée. Par ailleurs, Ricardin mentionne à quel point c'est incroyable qu'Aragito ait réussi à abattre un limier de guet et un mangeur de plaine au cours d'une même expédition, et il dit que c'est un miracle qu'ils aient réussi à revenir vivants, car la plupart des chercheurs prometteurs finissent par mordre plus qu'ils ne peuvent mâcher et meurent dans le labyrinthe ou deviennent des demi-humains. Bien qu'il existe un remède pour ceux qui se transforment en demi-humains, il n'y a donc pas d'espoir perdu après ce point. Aragito comprend ce que Ricardin veut dire, et il mentionne qu'il a déjà décidé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider Theresia à retrouver son état normal. Ricardin est surpris d'entendre cela de la part d'Aragito, car lui aussi a un objectif similaire. Il informe Aragito que sa femme est en fait une demi-humaine, et Aragito est choqué d'apprendre cela. Mais Ricardin explique qu'ils étaient ensemble dans le labyrinthe quand ils ont été attaqués, et sa femme a fini par être tuée. Elle a ensuite été retrouvée par d'autres chercheurs dans le labyrinthe en tant que demi-humaine, et elle se trouvait être enceinte de sa fille au moment de sa mort. Ainsi, après la naissance de la fille de Ricardin, Ricardin est resté à la maison pour s'occuper de Melissa, tandis que sa femme a rejoint un groupe et est partie à la recherche d'un remède pour la ramener à la normale. Comme trouver le remède exige de gravir les échelons, Ricardin a fait de son mieux pour élever Melissa, n'est-ce pas? Mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'elle manque peut-être une partie essentielle de sa jeunesse, car depuis qu'elle est petite, elle ne s'est jamais intéressée aux mêmes choses que les autres enfants. Tout ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est disséquer des monstres rares et nouveaux, c'est pourquoi elle l'aide ainsi dans la boutique. Mais Ricardin ne veut pas qu'elle gâche sa jeunesse, alors il aimerait qu'elle vive plus de choses pendant qu'elle est encore jeune. Aragito lui demande s'il suggère que Melissa devrait l'accompagner lors de sa prochaine mission avec son groupe, et c'est exactement ce que Ricardin espère. Alors Aragito demande à Melissa si elle serait intéressée à l'accompagner lors d'une mission de recherche, et elle admet que cela pourrait être amusant. Elle demande donc officiellement à rejoindre Aragito pour sa prochaine mission, et Aragito lui dit qu'elle est la bienvenue pour l'accompagner, et qu'il viendra la chercher au moment de partir. Un peu plus tard, Aragito et les autres se dirigent vers le manoir de Lady Alia, où ils vont désormais vivre, et ils sont accueillis par la gouvernante Mille, qui leur propose de leur montrer leur nouvelle chambre. Elle informe tout le monde qu'ils séjourneront au 2e étage ici, et elle propose de les conduire à leur chambre. Alors Aragito dit aux autres de le précéder pendant qu'il finit de s'enregistrer. Il commence alors à remplir les formulaires, mais quelques instants plus tard, un homme nommé Yorg l'aborde. Yorg se présente comme le chef du groupe Polari, l'ancien groupe numéro 1 qui a récemment été rétrogradé à la 2e place par Aragito. Aragito avait supposé que Yorg serait contrarié par le fait que sa place lui ait été volée, mais il semble en réalité être un gars vraiment sympathique. Il est simplement venu voir Aragito par lui-même, car il a appris qu'il emménageait aujourd'hui et voulait faire sa connaissance. Il demande à Aragito si son groupe a un nom, et maintenant qu'Aragito y réfléchit, il n'a jamais vraiment pensé à donner un nom au groupe, car il ignorait que c'était la norme ici. Il dit qu'il en discutera avec les autres une fois qu'il les retrouvera, mais Yorg lui rappelle qu'il est le chef, donc il pourrait aussi trouver un nom de groupe par lui-même s'il le voulait. Aragito en est conscient, mais il dit qu'il ne se considère pas vraiment comme le chef du groupe, car ce sont les autres qui gèrent la plupart des combats. Donc, s'ils doivent prendre une décision concernant le groupe, il veut entendre l'avis de tout le monde. Yorg comprend le point de vue d'Aragito, car obtenir l'avis de son équipe sur ce genre de choses est vraiment important. Il aimerait passer un peu plus de temps à discuter avec Aragito, mais il a des choses à faire aujourd'hui, alors il suggère qu'ils prennent un verre ensemble plus tard et il repart. Après cela, Aragito monte à l'étage pour retrouver son groupe, et une fois que tout le monde est réuni, ils s'assoient tous pour dîner ensemble. Le repas qui leur a été préparé se compose principalement de crustacés monstres, et honnêtement, Aragito s'attendait à ce que cela ait un goût de terre, mais à sa surprise, c'est plutôt bon. Cependant, même si la nourriture n'est pas mauvaise, Misaki n'arrive pas vraiment à se résoudre à manger de la viande de monstre, alors elle offre sa nourriture à Theresia, qui accepte volontiers, car elle adore cette nourriture. Par ailleurs, Misaki demande à Aragito s'il a l'intention de la laisser derrière lors de la mission de demain, et Aragito admet qu'il y pensait, car après l'ajout de Sion et de Melissa, ils ont déjà atteint la limite de 8 membres. Étant donné que Misaki n'est que niveau 2 et a des statistiques de santé faibles, il serait peut-être plus sûr qu'elle ne vienne pas. Cependant, Misaki rappelle à Aragito que sa classe la rend intrinsèquement chanceuse, donc il serait préférable qu'elle reste à l'arrière avec Melissa, afin qu'elle puisse rester à l'écart de la plupart des dangers et agir comme une unité séparée en quelque sorte. Aragito convient qu'une telle formation pourrait fonctionner, car il pourrait toujours utiliser sa posture arrière pour les protéger si jamais elles sont impliquées dans un combat. Mais avant de prendre une décision, il demande à Misaki s'il peut jeter un œil à ses compétences disponibles, afin de voir laquelle sera la plus utile. Après avoir monté de niveau, Misaki a obtenu un tas de compétences, y compris une qui lui permet de lancer n'importe quel nombre de dés parfaitement à chaque fois. Cependant,
Une compétence comme celle-ci ne serait utile que dans un casino, donc il passe à l'option suivante. Elle a aussi une compétence de roulette russe qui réduit de moitié la santé d'un ennemi lorsqu'elle le touche, mais il y a aussi une petite chance que la compétence affecte ses alliés également, donc Aragito ne pense pas que le risque en vaille la peine. L'option la plus sûre disponible est la compétence de supposition chanceuse, qui lui permet de prendre des décisions qui mèneront à un bon résultat, mais cela n'est pas vraiment utile pour l'instant. Aragito suggère donc qu'ils attendent que Misaki monte encore de niveau, pour que les options de compétences soient réinitialisées. Misaki est d'accord pour attendre un peu avant de choisir une nouvelle compétence, mais entre-temps, Suzuna demande à Aragito s'il pourrait aussi jeter un œil à ses compétences, et Aragito dit qu'il serait ravi de le faire. Après avoir vérifié la licence de Suzuna, Aragito découvre que Suzuna s'est spécialisée à la fois dans les compétences d'archerie et de prêtresse de sanctuaire. Quant aux nouvelles compétences qu'elle peut acquérir, il y a une option pour devenir médium spirituel, mais Aragito ne pense pas que ce soit une bonne idée, car il y a un risque que Suzuna soit possédée par un esprit malveillant dans le processus. Il estime que la compétence de purification serait l'option la plus sûre, car elle serait utile au cas où il finirait par combattre des ennemis spirituels. Mais Suzuna mentionne qu'elle a toujours voulu essayer d'être médium spirituel, et Aragito ne veut pas aller à l'encontre de ses souhaits, alors il accepte de la laisser choisir la compétence de médium spirituel. Maintenant qu'ils ont décidé des compétences, Misaki informe Aragito que ce lodge dispose d'un très bon bain, alors elle lui demande s'il aimerait y aller en premier, mais Aragito dit que cela ne le dérange pas d'attendre plus tard pour prendre son bain. Dans ce cas, Igarashi suggère que tout le monde prenne son bain par groupe de 2, car cela prendrait beaucoup de temps s'ils y allaient tous individuellement, et elle invite Teresia à se joindre à elle. Mais Teresia semble un peu déçue quand Igarashi mentionne cela. Igarashi lui demande si elle espérait prendre son bain avec quelqu'un d'autre à la place, et quand elle dit cela, Teresia regarde immédiatement Aragito. Aragito panique un peu, car il ne veut pas d'une répétition de la dernière fois, et il essaie de convaincre Teresia d'aller juste avec Igarashi, mais elle semble bien décidée à laver à nouveau le dos d'Aragito. Les autres n'ont pas vraiment l'intention de l'arrêter si c'est ce que Teresia veut vraiment. Igarashi, en revanche, est un peu jalouse, alors elle suggère qu'il pourrait acheter des maillots de bain, et ainsi elle et Teresia pourraient toutes les deux se baigner avec Aragito sans que ce soit complètement immoral. Mais Aragito n'aime vraiment pas la direction que prend cette conversation et préférerait de loin se baigner seul comme d'habitude. Le lendemain matin, alors que tout le monde se dirige vers le labyrinthe, ils entendent soudainement une série de cris venant du centre de la ville, et quand ils se retournent pour voir ce qui se passe, ils découvrent que la ville a été envahie, car il y a actuellement un déferlement de monstres. Aragito n'a aucune idée pourquoi il y a soudainement des monstres en ville, mais pour l'instant, il fait de son mieux pour emmener tout le monde à la guilde afin qu'il puisse s'y abriter pour le moment. Une fois son groupe en sécurité, Alicia lui explique qu'il s'agit d'une ruée de monstres, et que cela arrive de temps en temps quand il y a trop de monstres dans le labyrinthe, donc l'excédent est expulsé en ville. Normalement, la guilde est censée maintenir l'équilibre dans les labyrinthes pour éviter que ce genre de choses n'arrive, mais malheureusement, ils ont attendu trop longtemps pour faire tuer les monstres en excès, ce qui a mené à cette situation, et pire encore, les gardes officiels sont absents en mission pour le moment, donc il n'y a personne pour protéger la ville. Ils ne peuvent rien y faire maintenant, alors Aragito décide d'aller éliminer les monstres pour sauver la ville. Mais avant cela, ils doivent créer un endroit sûr pour les personnes qui ne peuvent pas se battre afin qu'elles puissent s'y abriter, donc il demande à Suzuna d'utiliser sa compétence de cercle de sel pour créer une barrière autour de la guilde. Une fois la barrière en place, les monstres ne peuvent plus attaquer les personnes à l'intérieur, ils ont donc un peu plus de temps pour se préparer. Aragito ouvre sa carte et découvre qu'il y a beaucoup de monstres rassemblés près du labyrinthe des champs, et qu'il semble même y avoir un monstre nommé parmi eux, donc le combat ne va pas être facile. Il informe tout le monde qu'ils vont se diriger vers le groupe de monstres et en éliminer autant que possible, et en chemin, il veut que Suzuna crée des barrières de sel supplémentaires autour de tout bâtiment qui pourrait servir de bon abri pour les gens. Misaki est chargé de protéger Suzuna pendant qu'elle installe les barrières, et Igarashi ainsi qu'Alicia feront office de vanguard, tandis que Teresia sera l'éclaireuse. Maintenant que tout le monde connaît son rôle, ils sortent tous, et ce n'est pas long avant qu'ils croisent deux monstres flottants dans les airs. Les monstres ne les ont pas encore remarqués, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l'instant car les monstres sont trop hauts pour qu'ils puissent les attaquer, donc ils doivent faire en sorte que les monstres viennent vers eux en premier. Heureusement, Igarashi possède une compétence de leur qui lui permet d'attirer l'attention des monstres à proximité, elle l'utilise donc sur Alicia pour forcer les monstres à l'attaquer. Une fois qu'ils sont assez proches, Alicia utilise son épée pour les transpercer, et pendant ce temps, Suzuna a réussi à installer une barrière autour d'un entrepôt voisin. À ce moment-là, la carte d'Aragito l'avertit que d'autres monstres approchent, et l'un d'eux semble être ce qu'on appelle une harpie, alors il prévient tout le monde de rester sur ses gardes. Alors que les monstres arrivent, Alicia utilise son tranchant éclair ascendant pour découper le premier en morceaux, mais elle n'a pas remarqué la harpie au-dessus,
et il était trop tard car la harpie avait déjà utilisé son sort de berceuse. En quelques minutes, tous les membres du groupe avec une faible résistance aux attaques mentales sont mis hors de combat, et bien qu'Aragito et Theresia soient encore debout, ils n'ont pas d'attaque pour atteindre la harpie dans les airs. La harpie invoque alors deux familiers et les envoie voler droit sur Alicia. Theresia se précipite pour tenter de la protéger, mais Aragito voit qu'elle n'arrivera pas à temps, alors il utilise sa compétence de retrait pour se téléporter derrière Theresia et se place devant elle afin de bloquer l'attaque avec son corps. Heureusement, avant qu'il ne puisse être blessé, Sion et Felma arrivent et assomment le familier en plein vol. Aragito est extrêmement soulagé qu'ils soient venus aider, mais ils n'ont pas non plus d'attaque pour faire descendre la harpie du ciel, et si elle utilise à nouveau le sort de berceuse, cela pourrait endormir tout le monde ici. Alors, Aragito décide de prendre un risque et utilise retrait pour se téléporter derrière la harpie dans les airs avant de la percuter, les envoyant tous les deux s'écraser au sol. Il crie à Sion de l'attraper, et Sion parvient de justesse à ralentir la chute d'Aragito pour éviter des blessures graves. Quant à la harpie, la mère de Sion la cloue au sol peu après son arrivée. Aragito est content que tout se soit bien passé, mais un instant plus tard, Theresia court vers lui et le serre dans ses bras par derrière, tellement elle était inquiète qu'il puisse être blessé. Aragito s'excuse auprès d'elle d'avoir pris un tel risque, mais il ne voyait pas d'autre moyen de protéger tout le monde, et l'important est qu'ils s'en soient tous sortis vivants. Aragito et Theresia déplacent ensuite tous les membres inconscients de leur groupe dans l'entrepôt sécurisé par Suzuna, et Aragito se blâme pour ce qui est arrivé parce que c'est lui qui n'a pas envisagé la possibilité que des altérations de statut soient utilisées contre eux. Heureusement, Felma revient quelques instants plus tard avec un antidote pour les empêcher de retomber sous l'effet du sort. Une seconde plus tard, Alicia et les autres reprennent connaissance, et ils sont tous confus de ce qui vient de se passer, alors Aragito leur explique qu'une harpie a lancé un sort de sommeil sur eux, mais grâce à l'aide de Sion et de sa mère, ils ont réussi à la vaincre. La harpie est actuellement attachée là-bas, et Aragito ne sait pas trop quoi en faire maintenant, alors Felma suggère qu'il pourrait l'envoyer dans un ranch de monstres. Aragito n'a jamais entendu parler de cela, alors il demande des explications, et Felma l'informe qu'un ranch de monstres est un endroit où les monstres sont gardés et dressés pour se battre à vos côtés au combat. Aragito aime cette idée, car si la harpie était dressée, il pourrait l'invoquer au combat, ce qui serait extrêmement utile. Il demande donc à Felma de l'aider à envoyer la harpie là-bas plus tard. En attendant, Felma transfère la propriété de Sion à Aragito et lui donne un bracelet anti-confusion qu'elle possède, car elle pense que cela lui sera utile. Aragito consulte alors la carte, et il semble que d'autres chercheurs en ville aient réussi à réduire le nombre de monstres attaquants, mais le monstre nommé est toujours là. Il demande donc à tout le monde s'ils sont prêts à se remettre en route, et ils sont tous d'accord. Ils arrivent finalement à l'endroit où se trouve le monstre nommé, et il y a un groupe de chercheurs cachés sous des décombres pour rester hors de la ligne de tir du monstre nommé. Cependant, quand Aragito et les autres arrivent, ils ne connaissent pas le schéma d'attaque du monstre et se retrouvent directement dans sa ligne de mire, devenant ainsi la cible de son rayon laser. Heureusement, avant qu'Aragito ne soit touché, Ribal a réussi à le pousser hors du chemin, mais le monstre change alors de cible pour une petite fille, et elle est sur le point d'être touchée, mais Aragito dit à Sion de la protéger juste à temps. Il y a aussi deux harpies qui tentent d'activer leur attaque de sommeil sur le groupe, mais comme Misaki et Suzuna ne sont pas affectées cette fois, elles parviennent à abattre les harpies du ciel assez rapidement. Vaincre le monstre nommé ne sera pas facile, mais d'après ce qu'Aragito a vu jusqu'à présent, le monstre ne peut attaquer qu'une fois toutes les 15 secondes, cela signifie donc qu'ils ont une fenêtre de 15 secondes pour infliger des dégâts avant de devoir se mettre à couvert. Il dit à tout le monde de commencer à attaquer et d'être prêt à courir quand il donnera le signal, alors ils commencent tous à déchaîner leurs attaques les plus puissantes. Une fois que le monstre est sur le point d'attaquer, Aragito dit à tout le monde de se mettre à couvert en prévision de son attaque, mais à sa surprise, le monstre nommé n'utilise pas le rayon laser cette fois et tente plutôt d'avaler Ribal et le gars qu'il porte pour les mettre en sécurité tout rond. Aragito ne peut pas faire grand-chose dans cette situation, car même s'il utilise retrait pour se téléporter derrière eux, il finirait juste par se faire dévorer par le monstre. Mais il se souvient alors de ce qu'Ariadne lui a dit sur le fait qu'il pouvait l'appeler à l'aide chaque fois qu'il en aurait besoin, alors il demande du soutien à Ariadne, et elle répond immédiatement, manifestant deux bras de garde pour maintenir le monstre nommé à distance pendant que Ribal se met en sécurité. Pendant que le monstre est toujours immobilisé, tout le monde utilise ses attaques les plus fortes pour infliger autant de dégâts que possible jusqu'à ce que le monstre soit finalement vaincu. Une fois le monstre éliminé, tous les chercheurs disponibles commencent à s'occuper des civils blessés à proximité. Les harpies ont été capturées vivantes, donc Aragito prévoit de les envoyer également au ranch de monstres, mais il y a aussi une autre chose qu'ils ont récupérée de tout cela. Alicia montre à Aragito la pierre magique qui a été lâchée par le monstre nommé après l'avoir vaincu, mais elle ne sait pas à quoi elle sert, alors il décide d'utiliser un parchemin d'évaluation novice pour voir si elle porte des malédictions. Selon le parchemin, la pierre magique a des propriétés de magie de confusion, et cela doit signifier que le monstre nommé avait une attaque de type confusion.
Il est donc soulagé d'avoir réussi à le vaincre avant qu'il n'ait eu l'occasion de l'utiliser. Pour l'instant, il met juste la pierre magique dans son stockage car il n'en a pas l'utilité pour le moment, et un instant plus tard, Melissa et Ricardon arrivent. Ils s'excusent de ne pas avoir pu venir plus tôt, mais ils étaient occupés à éliminer les monstres qui avaient envahi la zone autour de leur boutique. Ils sont impressionnés car Agito ait réussi à abattre un autre monstre nommé, et Melissa lui demande s'il veut qu'elle commence à le disséquer tout de suite, ce qu'Aragito accepte. Pendant ce temps, il va chercher d'autres survivants parmi les décombres, et il finit par trouver une petite fille. Elle ne semble pas blessée, mais elle a l'air extrêmement bouleversée par ce qui s'est passé, alors Aragito lui demande si elle va bien. La fille reconnaît Aragito car il est venu à son spectacle une fois quand il débutait en tant que chercheur, et elle explique que comme elle n'a jamais pu monter de niveau dans le labyrinthe, elle a fini par abandonner son rêve de devenir chercheuse et a commencé à tenir une boutique pour vendre des objets aux aventuriers à bas prix. Mais maintenant, elle ne peut plus faire ça parce que sa boutique a disparu, donc elle n'a plus rien pour quoi vivre. Aragito comprend ce qu'elle ressent, alors il suggère que la fille devienne le marchand officiel de leur groupe. Après tout, il comptait justement ajouter quelqu'un qui possède une compétence d'évaluation, car c'est bien plus efficace que de transporter des tas de parchemins d'évaluation partout. La fille lui demande s'il est sûr de cela, car elle n'est que niveau 2 et elle risque de beaucoup le ralentir, mais Aragito fait remarquer que Misaki est aussi niveau 2, et cela ne les a pas arrêtés jusqu'à présent, le but de faire équipe est qu'ils puissent tous grandir ensemble. Ainsi, Madaka rejoint officiellement le groupe d'Aragito. Une fois qu'ils ont fini de gérer tout en ville, Aragito se rend à la guilde pour faire son rapport, et Louisa le remercie pour son aide dans la sauvegarde du district 8. Il remet ensuite sa licence pour qu'elle puisse vérifier ses points de contribution, et comme les points de contribution d'Aragito ont largement dépassé ce qui est normal pour le district 8, il semble qu'il ait été automatiquement promu au rang du district 7, donc il n'a pas besoin de passer l'examen de promotion. Aragito demande en quoi consistait l'examen, alors Louisa explique qu'il s'agit essentiellement d'entrer dans le labyrinthe et d'y camper pendant quelques jours pour s'entraîner au labyrinthe qui existe dans le district 7. Aragito trouve que cela ressemble à une expérience d'apprentissage utile, alors il demande s'il serait possible que lui et son groupe passent l'examen quand même, et si c'est vraiment ce qu'il veut, Louisa dit qu'elle peut organiser cela pour lui. Quand Aragito rentre à la loge, Monica l'informe que Melissa vient de finir de disséquer le monstre nommé, et elle le sait car, en tant que marchande, elle peut discuter avec tous les autres marchands de la ville via sa licence. Elle peut aussi obtenir des estimations de prix pour le groupe sans avoir à se déplacer physiquement dans les magasins, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps. À ce moment-là, Aragito remarque qu'Alicia semble contrariée par quelque chose, alors il lui demande ce qui ne va pas, et elle lui demande s'il a l'intention de passer l'examen de promotion pour aller au district 7. Aragito l'informe qu'il a en fait obtenu une dispense de l'examen parce que ses points de contribution sont si élevés, et Alicia semble se calmer un peu quand il dit cela. Mais il mentionne ensuite qu'il s'est quand même inscrit à l'examen car il pensait que ce serait une bonne expérience d'entraînement, et cela la rend encore plus contrariée qu'avant. Bien qu'Aragito ne comprenne pas pourquoi, et qu'elle n'explique pas non plus quel est le problème, Misaki est sûre qu'elle doit avoir une raison. Après cela, Aragito prend un moment pour commencer à regarder toutes les compétences qu'il peut obtenir ainsi que Theresia, et il décide de prendre un pas de clignement et une attaque sournoise pour Theresia, car cela l'aidera à infliger des dégâts aux ennemis et à lui permettre de reculer immédiatement après. Quant à lui, ses principaux choix sont une compétence appelée assistance de charge et générale de l'arrière-garde. La compétence assistance de charge lui permet d'utiliser une partie de son PM pour restaurer le PM des membres de son groupe, ce qui devrait être utile lors de leur prochaine mission.